Ravi d'être là, vraiment. Surtout que je sens beaucoup d'énergie collective. Et on va parler de collectif et on va parler d'énergie en considérant que le collectif, c'est pas que nous, c'est pas que vous. Le collectif, c'est nous et tout le reste qui nous entoure, tout le reste du vivant. Merci beaucoup Patrick Grandery, merci beaucoup Nathalie Saint-Marcel d'avoir eu l'audace, puisque c'est un des mots-clés, d'inviter le sujet biomimétisme, qu'est-ce que c'est que ça pour cette conférence lors de votre Assemblée Générale des 10 ans. Vous allez voir, c'est une façon de fêter le vivant, de fêter la nature et d'une certaine manière de fêter l'avenir. Et puis, d'avoir eu l'audace de m'inviter pour parler de ça. J'en suis très, très heureux et très fier. Vous allez voir, c'est un sujet qui fait du bien. Je ne sais pas du tout si ce mot biomimétisme vous est un tant soit peu, pas familier, mais est-ce que, juste comme ça, pour démarrer, en levant le bras, vous avez déjà entendu parler de biomimétisme, mais est-ce que vous avez comme ça un exemple qui vient en tête? Oui, Patrick? Patrick, on a passé quand même une petite demi-heure ensemble la semaine dernière. Oui, mais un exemple dont on n'a pas parlé, c'est l'effet peau de requin sur des matériaux. Ok, on va parler d'effet peau de requin, de multifonctionnalité de surface. Un autre exemple? Oui. Yes, les winglets sur les avions. Oui. Les organismes sous-marins pour la régénération de cellules vivantes. Sûrement, ça je ne vois pas très bien ce que c'est, mais... Ah ok. Ah bah alors, si c'était à la radio, oui. Le traitement d'eau biominérale inspiré des lacs de montagne pour traiter les piscines de manière naturelle. Ah oui, il y a beaucoup de choses qui sont filtrées dans le vivant, là où nous on rajoute beaucoup de choses chimiques ou artificielles. En réalité, le vivant filtre très bien les choses. Oui. Les fourmis et les réseaux sociaux. Yes, les fourmis. D'ailleurs, je vais commencer en amuse-bouche avec une petite Cataglyphis fortis, qui est une fourmi du désert, qui est absolument fabuleuse. Bah, vous savez déjà plein de choses. Écoutez, ce que je vous propose, c'est de faire ça en deux temps. D'abord, rappeler un petit peu, ça a été évoqué, pourquoi est-ce qu'on est là aujourd'hui à parler de cette idée du vivant comme modèle. Et puis ensuite, pour l'essentiel, eh bien, je vous montrerai plein d'exemples, un peu en rafale, dans des domaines d'activité divers et variés. Vous verrez que ça peut vous donner des idées pour demain matin, mais ça peut aussi, j'espère, vous mettre un peu la tête à l'envers, parce que être innovant, être créatif, c'est souvent sortir des sentiers battus, sortir des silos. On n'a pas inventé l'électricité en perfectionnant la bougie, c'est bien connu. Et donc comment, parfois, des approches et des innovations dans d'autres domaines qui ne sont pas les vôtres peuvent quand même être intéressants pour vous. Ça, je vous demanderai juste de garder cette attention. Même si on est à un moment donné dans l'aéronautique, si on est dans le médical, eh bien on va parler de matériaux, on va parler de surface, on va parler de résistance, on va parler d'écosystème. Et vous allez voir que finalement se nourrir de tout ça, avec beaucoup de cas opérationnels aujourd'hui, hein, il y a à la fois de la recherche académique qui se développe beaucoup sur le sujet, mais aussi de plus en plus de cas opérationnels et d'applications, avec des startups du biomimétisme que j'appelle moi maintenant la biomime deep tech, qui se développent là-dessus et qui crée de l'innovation inspirée du vivant et qui est de l'innovation évidemment à impact. On ne va pas parler de brosse à dents connectée maintenant. Donc, pourquoi est-ce qu'on parle de ce sujet de plus en plus, même si c'est une approche émergente? C'est ça aussi qui est intéressant à l'occasion des 10 heures du cluster montagne, c'est de vous montrer quelque chose, parce qu'un cluster montagne, il est aussi là pour déceler des signaux faibles, pour essayer d'embarquer un peu en prospective. Il y a le cahier des tendances qui a été sorti déjà plusieurs fois. Donc, c'est quelque chose qui est émergent, dont vous connaissez déjà quelques exemples, mais vous allez voir qu'il y en a beaucoup d'autres. Et c'est probablement quelque chose qui est durable pour dessiner un peu l'innovation du futur. Donc, merci beaucoup de votre accueil. On est pas mal en plus ici. Ravi d'être parmi vous. Et je voudrais commencer avec ce petit amuse-bouche. Effectivement, je vous ai parlé de la Cataglyphis fortis. Vous la voyez à l'écran. Elle a été étudiée un peu plus au sud qu'ici, à l'Institut des sciences du mouvement de Marseille, par notamment Stéphane Poigny, entre autres, et Antoine Wistrach. Il se trouve que cette fourmi-là ne communique pas comme ses petites camarades. Vous savez que les fourmis communiquent entre elles par des dépôts de phéromones, une substance chimique volatile
que les fourmis déposent au sol pour indiquer un chemin. Ce qui fait que, alors je suis désolé, je ne vais pas pouvoir me déplacer. J'adore me déplacer. Ah, je ne vais pas pouvoir. Les fourmis, quand elles trouvent une source de nourriture et quand elles reviennent au bercail, eh bien, elles déposent des phéromones. Parce qu'elles sont sympas et solidaires, les fourmis, elles indiquent le bon chemin pour les autres fourmis. Et donc l'autre fourmi qui traverse ce chemin, c'est que c'est un chemin qui amène à de la nourriture. L'autre fourmi va aller chercher de la nourriture, va revenir, et l'autre fourmi va apporter sa part. Et donc va elle aussi déposer des phéromones. Ce qui fait que petit à petit, plus le chemin est emprunté, plus ce chemin devient une départementale, une nationale et une autoroute. Mais quand il n'y a plus de nourriture et que le chemin n'est plus emprunté, la route disparaît. Ça déjà, c'est quand même assez génial, ça. On construit un truc le temps de l'usage, et il disparaît totalement quand l'usage a disparu. Eh bien, il se trouve que cette Cataglyphis fortis, là, on est dans le désert en Afrique, il fait trop chaud, ça ne marche pas le dépôt de phéromones, ça ne laisse pas la trace. Eh bien, elle est pourtant époustouflante dans sa capacité à retrouver son chemin, et ça a intrigué des chercheurs de l'Institut des sciences du mouvement à Marseille, parce que cette fourmi-là, imaginez qu'elle sort d'un trou gros comme ça au milieu de la dune, et puis elle part aléatoirement chercher un insecte qui est toasté, parce qu'elle part en plein cagnard, en pleine chaleur, elle va chercher de la nourriture. Mais elle fait pendant 1 kilomètre et demi, une espèce de vagabondage comme ça. Et quand elle trouve de la nourriture, elle revient en ligne droite et elle s'arrête pile à l'entrée de la fourmilière. Et donc c'est intriguant parce qu'encore une fois, elle n'utilise pas le mécanisme habituel de communication de ces insectes entre eux. Et on s'est rendu compte, je vais raccourcir l'histoire, mais on s'est rendu compte qu'elle se repérait au soleil, elle a une boussole solaire pour retrouver la direction. Ça, à la limite, c'est assez classique. Il y a beaucoup d'insectes qui voient ce qu'on appelle la lumière polarisée. C'est-à-dire que nous, on ne la voit pas, mais ils voient des rayons perpendiculaires créés par les rayons du soleil. Donc, premièrement, elle a une boussole solaire qui lui permet de retrouver la direction. Donc, elle est partie au hasard et elle revient dans la bonne direction. Et elle a une forme de scanner abdominal. Elle scanne le terrain parcouru. Et quand elle revient, pour s'arrêter au bon endroit, d'une certaine manière, on peut dire qu'elle compte ses pas. Et elle est forte en maths. J'ai reçu Cédric Villani sur le plateau sur la scène de BM Expo et je lui ai demandé si cette Cataglyphis fortis était plus forte en maths que lui. Il est super, Villani, je ne suis pas sûr qu'il ait compris la blague. Mais, et en fait, ils se sont rendus compte de ça à Marseille parce que sur certaines fourmis, ils ont rajouté des échasses. Et la fourmi, au lieu de s'arrêter là, elle s'arrêtait là-bas parce qu'elle faisait des plus grands pas. Et d'autres, ils ont coupé les pattes et elle s'arrêtait là-bas. Et ça, ils en ont développé, vous le verrez un peu plus loin, mieux sur une diapo, un système de GPS qui est en fait un système qui se passe des transferts de données satellites, qui est extrêmement économe en énergie, parce que, évidemment, la fourmi, ou c'est comme la libellule, qui a un vol époustouflant, tout ça, ça fonctionne à quelques watts. Nous sommes une espèce biologique, une espèce extrêmement énergivore, on le sait, mais aussi extrêmement aquavore, extrêmement tout-vore. Alors que le vivant est extrêmement smart. Je préfère dire smart que low-tech, parce qu'en réalité, le vivant est un mix entre low-tech et high-tech. Une nanostructure de surface d'une aile bleue de papillon morpho pour faire de la coloration structurale, c'est de l'hyper high-tech. Simplement, c'est fait de manière smart et low-tech, si vous voulez, en matière d'ingrédients, d'éléments. La nature se source localement et avec ce qui est abondant. Eh bien, à l'Institut des sciences du mouvement, donc ils sont en train de développer, notamment pour l'automobile. Peut-être que ça peut vous intéresser dans les différentes activités industrielles de la montagne, mais un système de géolocalisation extrêmement économe en énergie et qui ne dépend pas des transferts de données satellites. Donc, ça, c'était juste un petit aperçu, mais je voudrais revenir un peu en amont, et d'ailleurs, ça a été un peu abordé dans les échanges précédents, sur pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, ici, à Aix-les-Bains, aux 10 ans du cluster montagne, on parle de biomimétisme, mais surtout pourquoi, d'une manière générale, cette idée de prendre le vivant comme modèle est une idée qui est en train d'émerger. Eh bien, évidemment, ça ne vous aura pas échappé, parce que le monde change, ça a été largement rappelé, et plutôt que d'être là à le prendre en photo, et à croiser les doigts pour espérer ne pas être atteint par ce changement, évidemment, il faut
faire plein de choses, notamment s'adapter, parce que l'homme, très longtemps, a essayé d'adapter le monde à ses désirs. Aujourd'hui, l'homme doit adapter ses désirs au monde. Il faut s'adapter à cet univers changeant, plutôt que d'essayer... Vous savez qu'on ne parle même plus aujourd'hui de lutter contre le réchauffement climatique. Hein. On parle d'adaptation au réchauffement climatique. Donc il faut prendre ça en compte. Et honnêtement, moi je viens des grandes terres céréalières de Picardie. Ce n'est pas à vous, montagnards, que je veux dire qu'il faut faire avec le vivant. Il faut faire avec la montagne. On ne peut pas lutter contre une avalanche. Et donc il faut s'adapter à ce monde qui change. Ça, c'est le premier élément de contexte. Les ressources sont limitées. Là aussi, il va falloir apprendre à gérer ça. C'est pour ça que moi, je préfère parler, plutôt que de parler de croissance, je préfère parler de prospérité. L'idée, c'est de créer une prospérité durable, résiliente, harmonieuse, et pas que pour nous. Pas une prospérité anthropocentrée, parce qu'on voit bien que ça ne marche pas. Une prospérité pour l'homme qui détruit le reste du vivant, ça nuit à la prospérité de l'homme. À un moment donné, ça ne fonctionne plus. Mais ces ressources sont limitées. Et là aussi, vous allez voir dans les exemples, le vivant nous apprend beaucoup de bonnes pratiques. Le vivant, c'est un super entrepreneur. C'est une super nature company. Et dans le cahier des charges de The Nature Company, eh bien, on s'approvisionne en étant en capacité à avoir un approvisionnement qui dure. On ponctionne sur le vivant. Hein. Le lion chasse des antilopes et des gazelles. Simplement, il ne fait pas un stock de 40 gazelles en disant « je suis peinard pour 2 mois ». Il renouvelle en permanence. Il laisse à son biotope la capacité de respirer. Et en fait, c'est ça qui est intéressant. C'est ça qui crée de la prospérité. Nous, en tant qu'espèce, et nous avec le reste du vivant. Troisièmement, la diversité génétique décline. On parle évidemment de l'érosion de la biodiversité, mais c'est plus vicieux que ça. C'est aussi cette diversité génétique. Vous savez qu'on résiste quand on est divers. Si on est tous monolithiques, faits du même bois, on se prend plein la gueule, un truc qui nous tombe dessus, et on le prend tous plein la gueule, et ça fait un raz-de-marée sur la population qui est touchée. Ce qui est un facteur de résilience et un facteur de résistance, c'est la diversité. C'est pour ça que j'aime bien rappeler que dans biodiversité, ce qui est important, c'est diversité plus que bio. Si vous prenez un biotope avec une espèce qui devient hégémonique, eh bien, à terme, cette espèce va appauvrir son biotope. Et à un moment donné, elle va se mettre en péril elle-même. Ce qui crée de la résilience et de la résistance, et y compris dans un modèle socio-économique, y compris dans un cluster montagne, c'est la diversité du groupe, c'est la diversité du collectif. En montagne comme en rugby, c'est la diversité des talents qui crée en foot aussi probablement, en hand. Bref, vous avez compris le truc, c'est la diversité qui crée la force. Et donc, ce qui est embêtant, c'est pas seulement que le volume et que le nombre d'espèces et que le nombre d'individus par espèce diminue, ça c'est l'érosion de la biodiversité, 6e extinction massive. La 5e, c'était les dinosaures, moins 65 millions d'années quand même. Hein. On est en train de créer quelque chose qui n'arrive pas tous les matins. Hein. Mais pire que ça, c'est la diversité génétique. C'est pas bon pour notre alimentation. Vous savez qu'il y a de moins en moins de richesse dans les aliments que nous mangeons. Mais c'est pas bon aussi pour résister à des chocs qui se présentent à nous. Mais ce qu'il faut évidemment prendre en compte, et moi je voudrais vous reparler une seconde de cette photo. Ce qu'il faut évidemment reprendre en compte et dont on doit reprendre conscience, c'est que ça a été dit maintes et maintes fois, mais vous allez voir qu'en 1968, parce que ce n'est pas 69, c'est 68 cette photo, elle a été prise 2 fois. Enfin bref. Ce qui compte, c'est de prendre conscience que cette maison des hommes, comme le disait Pompidou dans le fameux discours de Chicago en 1970, cette maison des hommes, évidemment, elle est unique et elle a cette capacité à nous faire vivre bien si on est nous-mêmes en capacité à en prendre soin. Cette photo, elle a été prise le 25 décembre 1968. C'est le programme Apollo 8. Donc on est 6 mois avant le premier pas sur la Lune. Et le programme d'Apollo 8 devait faire le tour de la Lune pour repérer les terrains d'alunissage pour la future mission. D'accord ? Donc ils étaient partis pour faire le tour de la Lune plusieurs fois, plusieurs rotations. Et je vous demande juste de vous remettre dans le contexte, parce qu'aujourd'hui, on banalise tout ça. Mais en 1968, ils reviennent d'une rotation autour de la Lune, et Bill Anders, ils étaient 3 dans l'équipage, il y a Bill Anders,
il y a le commandant dont j'ai oublié le nom, et puis il y a Jim Novell, qui est incarné par Tom Hanks dans Apollo 13. Bill Anders était à bord de l'équipage, et quand ils reviennent, ils sortent de la Lune, quand ils reviennent, pof, ils tombent sur ça. Ils tombent sur la Terre. À ce moment-là, il veut choper cet instant, il cherche un appareil photo. Le commandant à l'américaine dit « This is not the mission ». Donc tu oublies l'appareil photo, on n'est pas venu là pour ça. Bill Anders cherche quand même un appareil photo. Jim Novell essaye d'en trouver un. Le temps qu'il arme, qu'il mette la pellicule, etc., ils ont passé le tour. Ils refont une rotation. Pas pour la photo, hein, c'était prévu dans le programme. Ils refont une rotation et là, il est prêt et il prend cette photo. Et cette photo, le 25 décembre, c'est un joli cadeau de Noël, 1968, c'est la première fois qu'un homme est sorti de notre voie la maison des hommes de l'extérieur. Et ce que je trouve moi beau dans cette histoire, c'est quand ils reviennent sur Terre, ils développent la photo, et la légende qu'il apporte à cette photo est pour moi beaucoup plus belle que le premier pas, enfin le petit pas pour l'homme, etc., qui est déjà chouette. Il dit « Nous étions partis explorer la Lune, et nous avons découvert la Terre ». Donc, on en est là aujourd'hui. Comment faire avec ce qu'on a? Et ce qui est chouette, c'est que la nature, et c'est là où on va parler de biomimétisme, a énormément de solutions à nous proposer. C'est-à-dire que l'idée du biomimétisme, c'est de voir comment il faut arrêter d'essayer de maîtriser ou de dompter cette nature, mais en faire une alliée de notre prospérité, de notre innovation, de notre futur, etc. Et considérer que finalement, c'est le modèle le plus performant. C'est la boîte qui existe depuis le plus longtemps au monde. La moindre des choses qui vit, qui palpite, qui bouge autour de nous, a plusieurs dizaines ou centaines de millions d'années. Et donc, l'idée, et c'est là où c'est une approche à front renversé, c'est de ne pas considérer l'environnement, la nature, l'écologie, vous pouvez appeler ça comme vous voulez, comme un problème, mais comme une solution. Le problème, c'est le climat, et la biodive, et la nature, c'est une solution au climat. Et le biomimétisme, c'est ça dans sa philosophie et dans son mode d'application. Parce que vous allez voir qu'à partir du moment où vous réinterrogez le vivant et que vous le voyez pas uniquement comme un botaniste ou comme un entomologiste, mais aussi comme un ingénieur qui a du problem solving sur la table, et que vous vous dites, tiens, c'est marrant, comment ça marche ce matériau, c'est quoi la fonctionnalité de surface, pourquoi est-ce que la feuille de lotus est perlante, pourquoi est-ce que la peau de requin est antibactérienne, et qu'est-ce qu'on peut faire de ça? Eh bien, c'est ça l'idée du biomimétisme. Vous pouvez mettre les définitions que vous voulez derrière ça, mais le principe, c'est qu'on s'inspire des principes du vivant à de multiples échelles. Ça a été dit tout à l'heure aussi, cette idée de multiscale. Ça peut être encore une fois une nanostructure de surface, mais ça peut être aussi la résilience d'un biotope qui peut inspirer des nouvelles formes d'agriculture ou qui peut inspirer des nouveaux stimulateurs de vie du sol qui ne sont pas des stimulateurs chimiques, les fameux champignons mycorhiziens qui créent du lien. Comme ici, eux, ils créent du lien entre le mycélium et le réseau racinaire de l'arbre. Et le champignon mycorhizien, c'est du stock exchange. Lui, il apporte de l'eau et des nutriments, et en retour, il utilise le produit de la photosynthèse, parce que lui, il ne peut pas faire la photosynthèse, donc il utilise le sucre produit par la photosynthèse. Et donc, comment on s'inspire des principes du vivant pour les appliquer à nos activités humaines, mais dans l'idée d'en faire des choses moins bêtes, moins impactantes, moins négatives. Et ce qui est intéressant, autre philosophie liée au biomimétisme, c'est de considérer que, bien entendu, le réchauffement climatique et un certain nombre d'enjeux qui sont devant nous sont du fait des activités humaines. Ok. Mais sortons du fatalisme qui considère que l'humain n'est bon qu'à faire du mauvais. On peut avoir une action vertueuse sur son environnement et évidemment en tirer un bénéfice inversé. Et donc, comment appliquer ça aux activités humaines ? Pour voir, même dans certains cas, comment on peut aller jusqu'à des approches régénératives. Je vous parlerai de biodiversité marine et d'habitat artificiel, de recolonisation de biodiversité marine, parce que c'est ça qui est génial avec le vivant, avec la nature, contrairement au climat, qui est un enjeu de très très long terme, c'est que vous pouvez créer un impact positif à relativement court terme. Et donc, comment améliorer ça? En faisant ça, améliorer ce que moi j'appelle la performance globale. Ce n'est pas uniquement la performance de ma boîte qui vend plus un produit, c'est comment est-ce que ma performance de boîte qui vend plus un produit contribue aussi à d'autres effets collatéraux positifs. Les effets collatéraux, dès qu'on dit effet collatéral, c'est forcément du négatif. Donc, comment créer du collatéral
positif et créer de la performance globale pour que là aussi, on soit en capacité à pérenniser le business. 80% du business d'LVMH dépend de la biodive. Détruisez la biodive, il n'y a plus d'LVMH. Donc comment vous créez de la performance globale? Solidaire si vous voulez. Les mots sont tellement chargés, galvaudés, qu'après on finit par s'en méfier, mais ça reste des jolis mots. Donc c'est ça l'idée, en considérant que la vie existe sur Terre depuis 3,8 milliards d'années. La planète que vous avez vue, Bill Enders, c'est 4,5. Le Big Bang, la vie, c'est pas nous avec des bras, des jambes, etc. Hein, c'est des cyanobactéries. C'est 3,8 milliards d'années. Et nous, et ça fait partie de la première leçon du biomimétisme, nous, je ne parle pas de Lucie, Yves Coppens, 3 millions d'années, Australopithèque. Nous, en tant qu'espèce Homo sapiens, c'est-à-dire nous d'aujourd'hui, dit élaboré, intelligent, beau et tout ça, Homo sapiens sapiens, hein, on s'est quand même autodéfini comme l'homme sage. Nous, on a 250 000 ans, admettons. Ce qui fait que si vous prenez ces 3,8 milliards d'années, c'est là où j'aime bien généralement bouger, ça a démarré là-bas, le 1er janvier. Patrick, tu veux pas? Non. Eh bien, nous, Homo sapiens, on n'est même pas arrivé l'été, on n'est même pas arrivé en octobre, novembre, décembre, etc. On est arrivé après la régie, la tête dans la cheminée, on est arrivé le 31 décembre à 23h30 et quelques. Donc en gros, on est là depuis 30 minutes depuis le début de cette année. On est les derniers à être arrivés dans la classe. Et donc plutôt que de donner des leçons à tout le monde, on ferait mieux de demander aux autres le début du cours et d'écouter les autres petits camarades vivants qui sont dans la classe parce qu'ils ont plein d'expérience. Et ils ont plein de compétences pour résoudre un certain nombre d'enjeux que nous devons résoudre. Alors évidemment, je ne vous parle pas de l'homme moderne, depuis la première goutte de pétrole qui a jailli en 1859 grâce à ce monsieur, le colonel Drake. Là, on est sur 160 ans. Et là, si je ramène sur l'année calendaire du 1er janvier au 31 décembre, on est à 2, 1, bonne année. Là, on est là. On est là. Donc on n'est rien. Ce que je n'ai pas rappelé aussi, c'est que dans cet univers du vivant, on n'est pas seul, et c'est une bonne nouvelle. Éradiquer le vivant pour vivre tranquille, ça ne marchera pas. Tuer tous les pangolins du monde pour éviter le Covid, ça ne marchera pas. Donc, ce que nous dit aussi, deuxième leçon, première leçon temporelle, deuxième leçon spatiale, c'est qu'on est un parmi une multitude. Et donc moi, j'aime bien parler de communauté de destin. C'est-à-dire que nos destins sont liés, qu'on le veuille ou non. Et ce qui est intéressant, en plus, il faut zoomer. Alors ça, c'est l'arbre de vie d'Heisenberg. Il faut zoomer pour voir où on arrive. C'est-à-dire qu'en fait, sur les abscisses, c'était les 3,8 milliards d'années. Et puis, il y a toute cette communauté vivante qui se développe. Et nous, on arrive au bout du bout du bout du bout. Et en fait, tout ce qui est autour de nous, c'est du modèle de performance. Et donc, les deux premières leçons du biomimétisme, c'est qu'on est arrivé il n'y a pas longtemps. Et deuxièmement, il y a plein de super ingénieurs autour de nous, il y a plein de super entrepreneurs, il y a plein de super modèles autour de nous. Et donc, arrêtons d'imaginer qu'on doit forcément tout réinventer from scratch à chaque fois. Même le développement durable, on n'a pas besoin de l'inventer. Et pourquoi est-ce que c'est important aujourd'hui? Parce qu'on découvre, on redécouvre, c'est pas forcément agréable à entendre, mais nous sommes juste un truc biologique. Donc, nous ne sommes pas immortels. Je mets les croyances religieuses de côté. Nous ne sommes pas immortels en tant qu'espèce biologique. Et donc, vous avez remarqué que depuis quelques années, il y a même un jeu, c'est un peu Stephen Hawking qui a lancé les hostilités, merci, qui consiste à faire une espèce de pronostic sur la fin de l'humanité. Il y a même Scientifique Junior qui écrit à mes enfants en disant « Et si l'homme disparaissait ?» Non, mais de quoi je me mêle? Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'au-delà de ces pronostics lugubres, c'est juste un fait biologique et scientifique. C'est-à-dire qu'en tant qu'espèce, nous avons une durée de vie et nous ne pouvons pas considérer que rien ne nous atteindra jamais. Et ce que je trouve intéressant, moi personnellement, dans toutes les crises que nous traversons, qui sont super flippantes, super anxiogènes, etc., vous allez voir que justement, on peut aussi les lire d'une autre manière, c'est qu'elles nous font prendre conscience de notre communauté de destin en tant qu'espèce et de notre communauté de destin en tant qu'espèce avec le reste du vivant. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle si ça peut développer de la solidarité de recherche et d'innovation. Et donc cette invitation à reconsidérer notre place et le vivant autrement, eh bien, c'est une invitation à regarder le monde autrement. On peut le regarder à la façon Bill Enders avec son appareil photo, et puis on peut regarder des diatomées à droite,
qui sont des organismes unicellulaires marins, qui sont sublimes. Il y en a 100 000 différents. C'est ça qui est pénible avec le vivant, c'est qu'il n'y a jamais un modèle ou un truc. Tout de suite, c'est the big company. Donc il y a 100 000 formes différentes de diatomées, mais chacune de ces petits organismes unicellulaires marins est capable de faire des choses assez prodigieuses. Ça vit de la photosynthèse, c'est-à-dire que la photosynthèse, comme vous le savez, ce n'est pas que les arbres. D'ailleurs, la majorité de la photosynthèse est produite par le marin. Et ces petits organismes unicellulaires, ils sont capables de faire ce que vous voyez à gauche, c'est-à-dire une coque de verre avec la silice qui est dissoute dans l'eau. Sauf que eux, ils font ça à température ambiante et à pression ambiante. Nous, pour faire ça, 1500 degrés, je ne sais pas combien de bars. Et les micro-perforations que vous voyez là, ça crée un filtre anti-UV mécanique. C'est-à-dire que vous répliquez, parce que l'alignement n'est pas dû au hasard, vous répliquez l'alignement de ces micro-perforations, vous créez un filtre anti-UV parce que la diatomée a besoin de se protéger des rayonnements anti-UV. Et accessoirement, vous redécouvrez que ces petites bébêtes, elles ont 200 à 300 millions d'années, qu'elles sont responsables d'à peu près un quart de l'oxygène que nous respirons et qu'elles stockent à peu près un quart du CO2 que nous émettons, accessoirement. Donc ce n'est pas complètement débile de s'intéresser aux diatomées pour en tirer des innovations industrielles et technologiques, mais aussi pour voir comment créer cette performance globale dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire cette résilience collective. Et donc, d'une certaine manière, on peut considérer le biomimétisme comme une forme de boîte à outils de la transition ou du développement durable. Vous pouvez appeler ça comme vous voulez. Il y a des gens qui considèrent que développement durable, c'est un terme has-been, mais qui dénoncent le fait qu'on soit des fashion victimes, etc. Ben non, développement durable, c'est toujours d'actualité, même si c'est Brundtland qui a écrit ça il y a 40 ans, ça reste d'actualité. Aujourd'hui, on peut parler de transition, on peut parler de RSE, peu importe les mots. Souvent, on se querelle sur les mots, sur la sémantique. Ce qui est important, c'est plutôt le sens. Et donc, moi qui suis tombé là-dedans il y a une dizaine d'années, après déjà 10 ou 15 ans à bosser sur les enjeux développement durable pour des organismes publics, des élus ou des groupes privés, moi, mon petit tilt à moi, c'est que, enfin, on passe avec ça de la pédagogie du pourquoi on doit changer à la pédagogie du comment on peut changer. Et en réalité, cette bascule-là, c'est un changement de regard absolu qui nous aide à considérer les enjeux différemment. Et donc, le biomimétisme, c'est avant tout, puis après je vais vous donner en rafale plein d'exemples, parce que vous êtes impatient, des exemples. Mais c'est avant tout, et je le dis exprès parce que si vous n'avez pas d'équipe R&D, si vous n'avez pas d'ingénieur, etc., vous allez dire ouais, c'était chouette la conf sur le biomimétisme, mais moi, comment j'attrape ça, qu'est-ce que je peux en faire, je ne suis pas L'Oréal, je ne suis pas, etc. Je ne suis pas Poma, je ne suis pas... C'est qui les... qui ont des grosses équipes de R&D. Qui a des équipes de R&D? Ouais, pas tant que ça. Pas tant que ça. Et bien pourtant, c'est quand même pour vous, parce que on peut lire le vivant d'abord comme un cahier des charges. Et typiquement, la question que vous pouvez vous poser quand vous développez une nouvelle offre, quand vous développez un nouveau process, c'est est-ce que le vivant ferait comme ça? Ou comment le vivant ferait? Eh bien, le vivant, il cherche par tous les moyens à être super économe en énergie. Mais ce n'est pas 10% de moins, hein, à être super économe en énergie. Encore une fois, la diatomée, on fabrique de verre à température ambiante. Il ne stocke pas irraisonnablement. Enfin bon, vous verrez, je crois qu'on pourra partager en tout cas, moi, je suis d'accord pour partager la présentation. Il travaille en circuit court. On a parlé tout à l'heure d'expansion internationale. Tout ça, c'est très chouette. Mais pas que. J'avais lâché la blague sur un studio d'Europe 1 une fois en disant on n'a jamais vu un castor faire 2000 bornes pour aller chercher son bois. On travaille en circuit court. Vous prenez le même gabarit d'oiseau en Asie, en Europe, en Afrique, en Amérique. Il va fabriquer un nid avec une volumétrie à peu près identique, mais pas avec les mêmes matériaux. On s'approvisionne avec ce que son biotope est capable de fournir. Et comme on s'approvisionne, on se reproduit, on bouffe, etc., localement. Ça n'empêche pas des albatros de faire 15 000 km. Hein. Je ne dis pas que tout vit localement, mais en tout cas, dans la très très large majorité des cas, on s'approvisionne et on a une vie qui dépend de son biotope, de proximité. À partir du moment où votre vie dépend de votre biotope, et pas d'un produit made in China qui vient de 20 000 bornes et qui détruit un biotope à 20 000 bornes que vous ne voyez jamais. Moi, je me souviens, j'avais fait une conf il y a très longtemps au CJD, et c'était plutôt marrant la remarque à la fin. Et le président du CJD m'avait dit, mais c'est super. Mais tu comprends, moi, l'ours polaire, c'est même pas un client.
Non, c'est peut-être pas un client, mais ce qui est sûr, c'est que si on tue tous les ours polaires, toutes les fourmis, etc., mais finalement, on va avoir beaucoup de difficultés. Et donc, le vivant, il travaille en circuit court. À partir du moment où vous dépendez de votre circuit court, de votre circuit de proximité, vous en prenez soin. Et développer des interactions bénéfiques, comme vous le faites ici, le mot réseau, le vivant, c'est que du réseau. Hein. C'est que du réseau, c'est que du collectif. La vie est une affaire collective, est une aventure collective, et c'est que ça. C'est que de l'échange à tous les étages. C'est pour ça que j'aime bien parler de biométisme dans les écoles de commerce, parce qu'en réalité, ces échanges-là, ce n'est pas de la solidarité sociale, politique, etc. En fait, la solidarité dans le vivant, elle est beaucoup plus productive de richesse que la compétition. Et plus les richesses manquent, plus la solidarité se développe. Donc, quand vous travaillez en circuit court, eh bien, d'une certaine manière, vous appliquez des principes du vivant sans faire, encore une fois, de la nanostructure de surface avec votre équipe R&D que vous n'avez pas. Bref, il y a tout un tas de règles comme ça qui sont intéressantes à afficher dans la salle de réunion à côté de la machine à café. Et à un moment donné, on commence à penser comme The Nature Company et comme le super entrepreneur ou ingénieur en chef qui va commencer à réfléchir en basant sa réflexion et son action sur ce cahier d'échange. Pour vous donner un exemple très bête, l'énergie dans le vivant, elle est ultra délocalisée, elle est ultra atomisée. Vous prenez un arbre, j'avais réfléchi à ça avant d'aller sur un plateau de télé, et il y avait un platane en face de moi, et j'ai commencé à essayer de compter les feuilles du platane. Bon, j'en ai fait un tiers, et puis après j'ai un peu extrapolé, mais on va dire c'est 600 000 feuilles un platane. Je vous mets au défi de dire le contraire. Eh bien, c'est 600 000 unités de production d'énergie. Le platane, ou l'arbre, il n'a pas une énorme feuille en haut de sa canopée qui est sa centrale. Et le massif forestier, il n'a pas un énorme arbre au milieu qui est sa centrale pour tout le massif forestier. Donc, le vivant, il a l'habitude d'exploser finalement le nombre d'unités de production. Mais deuxièmement, cette énergie produite, elle est partagée. Alors, elle est locale, hein. On produit localement, on consomme localement, mais elle est partagée avec le mycélium dont je parlais tout à l'heure. Et puis, elle est circulaire parce que cette feuille, qui a été une centrale de production de photosynthèse et donc de sucre, qui est une énergie ultra utilisée dans le vivant, y compris nous, on est bimoteurs, nous, hein, c'est de l'air et du sucre. Eh bien cette feuille à l'automne, elle va tomber au sol. Vous ne voyez pas des camions municipaux qui ramassent les feuilles mortes en forêt, parce qu'évidemment, ça va venir nourrir l'humus, parce que l'arbre, il est sympa, il donne de la nourriture aux congénères et à la génération d'après. Mais ce qui est intéressant, c'est que le rendement de chaque unité, de chaque feuille, est nul, quasi nul. Nous, on a aussi, dans nos process industriels, l'obsession du rendement maximum sur chaque unité. Le vivant calcule le rendement d'équipe, le rendement collectif. Si le vivant raisonnait comme nous, il ne ferait pas ça. Parce que le rendement photosynthèse de chaque feuille de l'arbre est vraiment considérablement nul. Évidemment, en faisant ça, vous ne dépendez pas du gaz russe ou de je ne sais quoi. On a découvert il y a quelques années qu'on ne produisait plus une molécule de paracétamol en Europe depuis une dizaine d'années. Le vivant, le boss vivant n'aurait jamais accepté ça. N'aurait jamais arrêté de produire quelque chose utile par son environnement de proximité. Ça, c'est un autre exemple. C'est une aile bleue de papillon morpho. Papillon morpho, c'est un gros papillon qui fait à peu près la largeur de ma main. Il vit en Amazonie. Et il a ce bleu sublime. Enfin, bon, c'est le mec qui s'excite tout seul. Enfin, voilà, c'est plutôt joli ce papillon. Et ça, c'est plusieurs choses à la fois, parce que Patrick a parlé de surface et de fonctionnalité de surface. Généralement, on a de la multifonctionnalité de surface dans le vivant avec la même structuration de surface. C'est-à-dire que cette aile bleue de papillon morpho, c'est 4 strates d'écailles empilées, alignées d'une certaine manière, qui créent une diffraction de la lumière blanche, qui renvoie du bleu. Mais ce n'est pas que ça. C'est aussi antibactérien, parce qu'il n'aime pas avoir des passagers clandestins, probablement. Et c'est hyper hydrophobe, parce que si les ailes sont un peu humides et qu'elles se rapprochent et qu'elles se collent, il n'arrive pas à les décoller, donc il meurt. Et on est en train de se rendre compte que c'est aussi une surface qui crée de l'autorégulation thermique. C'est-à-dire que ce papillon morpho, à 40-45 degrés, il devient iridescent.
Il renvoie de la chaleur. Vous savez qu'aujourd'hui, quand on encaisse de la chaleur sur un matériau, évidemment, il se dilate. Et à force de se dilater, il va se déformer et on va augmenter le taux d'usure et donc on va réduire sa longévité. Et bien typiquement là, vous avez en structuration de surface, si vous mimez la structuration de la surface à la façon d'une aile bleue de papillon morpho, vous pouvez créer de la couleur, vous pouvez créer une surface antibactérienne, hyper hydrophobe, et qui va réduire l'amplitude de déformation dans l'absorption et émission de chaleur. Et donc là, il y a par exemple des gens qui fabriquent des panneaux photovoltaïques qui commencent à s'intéresser à ça. Là, on est encore en amont. C'est Serge Berthier à l'Institut des nanosciences de Paris qui bosse beaucoup là-dessus. Mais c'est assez sidérant. Et L'Oréal cherche à faire de la coloration structurale, c'est-à-dire sans pigment, sans chimie, avec ça. Ce que je n'ai pas dit, c'est qu'évidemment, c'est notamment le mâle qui est bleu comme ça. Il est bleu pour draguer les femelles et pour dire aux autres mâles que c'est chez lui, que c'est son territoire. Troisième exemple, j'en ai un peu parlé tout à l'heure, ce qui fait de la résilience, c'est la diversité. C'est-à-dire c'est la diversité et des interactions. Parce que si vous êtes un cluster maritime avec plein de gens formidables, mais chacun dans sa boîte qui ne parle pas à l'autre, ça ne marche pas. Ben, le vivant, c'est pareil. Vous pouvez avoir plein d'espèces et d'essences. Si chacun est dans un bocal et qu'il n'y a pas de lien, ça ne fonctionne pas. Donc c'est de la diversité et des interactions. C'est pareil, quand je parle à des élus, vous pouvez l'appliquer à un biotope socio-économique. Si dans votre biotope socio-économique territorial, vous avez plein de diversité, mais que personne ne travaille avec personne, ça ne marche pas non plus. Donc faire en sorte que l'industriel de l'avenue Foch bosse avec l'imprimeur de l'avenue Charles de Gaulle, c'est appliquer d'une certaine manière une approche symbiotique et écosystémique. Donc, je vais avancer. Ça nous parle, on ne va pas prendre 2 fois du retard, je plaisante. Ça nous interroge aussi sur le long terme, sur notre relation au vivant. Alors ça, c'est une petite théorie que j'ai développée, je vous la livre comme ça. Mais dans les temps très anciens, la nature était divine. Et on se soumettait au bon vouloir de la nature, souvent incarné par des dieux. Des dieux parce qu'il y avait un dieu pour chaque chose vivante. Et on en était même au temps des Aztèques, au sacrifice humain, pour implorer les bonnes grâces des dieux. Je ne dis pas qu'il faut revenir à ça, mais c'est vrai qu'on sacrifiait de l'humain pour la nature. Aujourd'hui, on a sacrifié de la nature à l'humain. La formule est un peu facile, mais honnêtement, elle est quand même assez juste. Ensuite, on a essayé d'apprivoiser cette nature. C'est au moment où on est passé d'un peuple nomade à un peuple sédentaire, avec le développement de l'élevage et de l'agriculture. Tant qu'on suivait, manger essentiellement des baies, des fruits d'ailleurs à ce moment-là, eh bien, on évoluait avec la saison, on évoluait avec la nature et on allait chercher de la nourriture là où la nature pouvait nous en donner. À partir du moment où on s'est sédentarisé avec le développement de l'agriculture, et ça a commencé par l'eau, on a essayé de domestiquer, d'apprivoiser, de canaliser pour irriguer des surfaces qui naturellement n'étaient pas forcément irriguées ou pas assez. La nature stock, c'est 1859, Drake, colonel. Vous voyez que là, la nature devient un stock, devient un enjeu de pouvoir. Je n'ai pas besoin de m'apesantir là-dessus et on cherche à l'exploiter. Dans les années 80, on a pris conscience et tout le développement des aires protégées qui continue à se développer. Tout ça, c'est géologique, ce n'est pas des étapes hermétiques. On a pris conscience de cette idée de nature finie et de nécessité impérieuse de protéger certains espaces. Et avec le biomimétisme, on est sur une nouvelle phase qui consiste pas seulement, bien sûr qu'on va prendre du stock. Encore une fois, le lion prend du stock. On va prendre du stock, on va essayer de canaliser, on va protéger des aires marines ou des aires terrestres. Mais c'est surtout cette idée de prendre le vivant comme un modèle et comme un allié, on pourrait dire de faire du co-développement. C'est ça le principe. Comment faire du co-développement avec l'environnement, avec la nature qui nous entoure. Elle nous le rendra au centuple. Et donc tout ça est en train de se développer assez fortement. Il y a énormément de boîtes, petites et grandes, qui s'intéressent à ça. Pour toutes les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure. Chez les grands groupes, on veut réduire notre impact. Donc c'est une nouvelle voie de stimulation de l'innovation qui est souvent très pluridisciplinaire parce que honnêtement, on enseigne de moins en moins la biologie. Il n'y a pas toujours des biologistes dans les groupes d'ingénieurs et ce discours et cet échange entre différentes disciplines est souvent très productif. Très productif. Être en capacité à sortir de nos silos. Vous mettez 10 X-Min au bord d'une boîte, c'est super X-Min, mais ils auront des idées d'X-Min. Donc il faut déranger tout ça gentiment.
Parce que l'idée un peu décalée, c'est souvent la plus dérangeante, mais en tout cas, elle fait réfléchir. Elle n'est pas forcément juste, hein, mais en tout cas, elle fait réfléchir. Et donc tout ça se développe, même puisque on est des entrepreneurs. Moi, je suis un entrepreneur aussi de cette approche-là, même si j'en parle avec passion, etc. Je veux développer, et notamment l'économie du biomimétisme, parce que tout ça n'a d'intérêt que si c'est viable, et dans notre modèle actuel, c'est viable si c'est pérenne économiquement et écologiquement, c'est la performance globale de tout à l'heure. Et donc, il y a de plus en plus de startups, et notamment françaises, et je vais maintenant vous montrer quelques exemples, qui lèvent des millions. On va sortir à la rentrée la première étude financière sur le levée de fonds, là, New Corp, on va sortir ça à Biome Expo. On est à 530, ça a augmenté, là. On est à 530 millions d'euros de levée de fonds sur 23 startups françaises, et c'est 69 fonds d'investissement et groupes industriels qui ont investi là-dedans, avec déjà des jolis success stories. Alors ça continue à bosser en amont, en académique, dans les labos, mais de plus en plus, on a une translation, on a un transfert vers de l'applicatif. Bon, j'avance là-dessus, et donc c'est pour ça qu'il y a quelques années, tout seul dans mon coin, j'ai pris l'initiative de créer un événement qui s'appelle Biomime Expo, qui rassemble tout cet écosystème et qui n'existait pas, et qui d'ailleurs n'a toujours pas d'équivalent, même à l'international. Venez en octobre à la Cité des Sciences, vous êtes les bienvenus. Alors effectivement, comme ça en rafale, je suis pas mal là. Et puis on discutera, on va se garder un temps d'échange. Je vais commencer par quelques exemples iconiques, et on a déjà un peu défloré le sujet. Ces fameux winglets, mais je ne sais pas si vous connaissez l'histoire. En fait, je vais vous présenter le père des winglets. Il s'appelle Richard Whitcomb. C'est un Américain, et on est en 1974 au centre de recherche de la NASA. Il n'est pas chez Boeing, il n'est pas chez... Même pas chez Airbus, c'est quand Airbus? D'ailleurs, c'était créé quand Airbus? Après, je pense. Et il se trouve qu'il a un problème de turbulence sur ses ailes, parce que l'aile plate, quand elle vole, il y a une espèce de vortex, un tourbillon d'air qui s'enroule autour de l'aile et qui la fait vibrer. Donc ça l'embête. On n'est pas sur une performance énergétique et écologique en stimulation de sa recherche à cette époque-là. Il a un problème mécanique, il a un problème physique de turbulence. Et il se trouve que c'est un grand passionné d'oiseaux. Je ne suis pas sûr qu'il soit ornithologue, mais en tout cas, c'est un passionné d'oiseaux. Et il observe, vous voyez là l'image, mais vous avez tous l'image mentale en tête, les grands rapaces, pas que les grands rapaces, beaucoup d'oiseaux, eh bien, ont leur rémige primaire, les grandes plumes qui sont à l'extrémité de leurs ailes, qui sont relevées quand ils planent. Et donc ça l'intrigue, notre ami Whitcomb, et d'essai en erreur, il commence à répliquer le système, parce que le point de départ du biomimétisme, c'est tiens, pourquoi c'est comme ça au bout de dizaines de millions d'années de R&D et d'optimisation continue? Parce que c'est ça le vivant. Hein. C'est une boîte qui a un labo R&D de 3,8 milliards d'années avec des milliards de chercheurs. Donc c'est plutôt pas mal comme grosse start-up. Et il se dit il doit y avoir une bonne raison. Et petit à petit, il mime le truc sans très bien savoir le résultat qu'il va obtenir. Et à l'arrivée, les winglets, ça a permis d'évacuer le vortex, ce tourbillon d'air qui va partir comme ça au bout de l'aile. Et ça réduit sur un A320 que vous voyez ici la consommation de carburant de 3,5%. C'est une optimisation marginale. Ça ne change pas le fait que l'avion reste un émetteur de CO2. Et ce n'est pas pour autant que l'innovation Winglet, ce n'est pas un truc bio-inspiré qui est vertueux pour la question posée. C'est-à-dire que Whitcomb, à l'époque, il ne voulait pas changer le trafic aérien, il voulait solutionner un problème technologique, un problème industriel. Et en s'interrogeant sur le vivant et en questionnant le vivant, Ask Nature, il y a une base de données aux États-Unis qui s'appelle Ask Nature, eh bien, il a trouvé cette solution. Airbus et l'aéronautique, mais notamment Airbus, reste un groupe extraordinairement innovant et impliqué sur ces histoires de biomimétisme. Le dernier gentil délire d'Airbus, c'est d'imaginer des vols commerciaux qui volent à la façon des oies sauvages. Parce qu'on a remarqué que les oies sauvages, la dernière oie du peloton bat 2 fois moins des ailes. Donc ça a intrigué Airbus, et aujourd'hui, ils avancent à grands pas, à grande aile, sur ce qu'ils appellent fellow fly, c'est-à-dire c'est du vol commercial en formation, et ça donne ça.
vous lisez bien, hein, 5 à 10% d'économie sur une industrie mature, je pense que vous apprécierez. C'est à peu près 1,5 km la distance. Ça nous paraît beaucoup, mais je crois que c'est à peu près 1 mètre à 130 sur l'autoroute, hein, derrière la voiture qui est devant. Donc il y a des grosses discussions avec les autorités de sécurité aérienne, mais ils avancent de test en test et c'est efficace. Et là aussi, optimisation marginale, évidemment, il y a tout un tas d'autres optimisations et de recherches en cours. Autre exemple iconique du biomimétisme, c'est ce fameux Shinkansen, que nous, Français, nous appelons le TGV japonais. C'est le Shinkansen. Et qui a un nez inspiré du bec du martin-pêcheur, que vous voyez ici. Il a une forme assez particulière, c'est pas très joli, c'est assez étonnant. Et pourquoi c'est inspiré du bec du martin-pêcheur? Parce que le martin-pêcheur est capable de faire ça. J'adore montrer ces images à un panel d'industriels et d'entrepreneurs. Ça, j'avoue, c'est une petite... Alors, martin-pêcheur, c'est un petit oiseau, 10-15 cm. Il passe sa vie à faire ça. Il est 2-3 mètres au-dessus d'un petit ruisseau, d'une eau claire. Et il passe sa vie à plonger et à aller choper des petits poissons à 1 mètre, 1,50 m de profondeur. Alors, évidemment, à un moment donné, ça éclabousse, mais il a un taux de pénétration dans l'eau qui est prodigieux, et jusqu'à temps qu'on attaque le bord des épaules, il n'y a pas de ridule en surface. Il traverse l'eau de manière extrêmement performante. Avec cette petite flûte de pan, là. Bref, je vais essayer de vous garder quand même. Et alors pourquoi? Parce que c'est à cause de ce monsieur, Nakatsu, parce que le Shinkansen n'est pas né avec ce nez. Pendant 30 ans, il avait un nez de train normal. Et on est au Japon, on est sur un tracé ferroviaire entre la mer et la montagne, et il y a plein d'entrées et sorties de tunnels. Et comme on est entre la mer et la montagne, il y a plein de changements de pression d'air. L'hygrométrie varie en permanence, et à chaque fois qu'il rentrait dans un tunnel, il y avait une espèce de bouchon, de frein, qui freinait le train, donc il fallait réaccélérer, reconsommer de l'énergie pour repartir, et c'était désagréable pour les voyageurs. Et pendant 30 ans, le problème était posé sur la table. Et Nakatsu est arrivé, début des années 90, donc après, ce train a démarré dans les années 60. Lui aussi, ornithologue de passion. Et à un moment donné, il a dit, mais finalement, nous, on a un problème de passage d'une pression à une autre. Et bon sang, mais c'est bien sûr, probablement en japonais dans le texte, il s'est dit, mais le martin-pêcheur, il a résolu notre problème. Lui, il passe d'une pression R à une pression O, mais c'est le même problème. Résultat, ce nez allongé du Shinkansen, eux, accessoirement, ils ont gagné 15% d'énergie et 70 km/h de vitesse, et il n'y a plus aucun à-coup aux entrées et sorties de tunnel. Et au passage, c'est un spot de pub de dingue pour ce Shinkansen, parce que c'est un des exemples iconiques, et donc on en parle aussi. Je dis ça pas tout à fait par hasard, parce que dans le marketing produit, mais il ne faut pas faire de greenwashing. Dans le marketing produit, dans la sincérité dont je suis persuadé que vous êtes tous les maîtres, évidemment, eh bien, ça peut être un argument. Ça peut être un argument pour des élus, ça peut être un argument pour des parties prenantes privées, ça peut être un argument pour le consommateur final. Ces histoires d'innovation bio-inspirée, j'essaie de vous les retranscrire, je vais continuer, c'est du storytelling de dingue. L'Oréal peut aller se rhabiller par rapport au storytelling marketing du vivant. Et donc, c'est aussi une façon de différencier vos offres, d'apporter de l'innovation, d'avoir des gains de performance, mais aussi de raconter une histoire différente. Dans le bon sens du terme, encore une fois. Alors, en termes de matériaux, là, on pourrait en faire des heures. Les matériaux, c'est le premier dépôt de brevet en biomimétisme, matériaux et chimie. Et là, je vous montre exprès un exemple qui vient de nous, c'est-à-dire nos structures osseuses. Les structures osseuses d'une manière générale, mais les nôtres aussi, inspirent beaucoup l'industrie parce que c'est un matériau qui est assez prodigieux dans sa conception, parce que notre densité osseuse n'est pas identique, n'est pas homogène, elle est plus dense, là où on a plus de points de force, et c'est surtout très économe en matériaux, en matière, parce qu'il y a plus d'air que de matière.
et pourtant ça a des propriétés mécaniques absolument prodigieuses. Eh bien, chez Boeing, en toute modestie américaine, ils ont inventé le matériau le plus léger du monde. Il s'appelle le microlattice, qui est inspiré de cette structure osseuse. Et chez Airbus, ils ont travaillé avec Autodesk. Je ne sais pas si vous connaissez Autodesk, c'est un peu Dassault Systèmes. Autodesk, c'est de la modélisation et notamment de modélisation 3D simulation. Alors ils ont des termes vachement chics, ils appellent ça du computational design. C'est-à-dire qu'on on développe des algorithmes pour injecter de la matière uniquement là où elle est utile. Et bien, ils ont prototypé un truc sur une partie de l'habitacle de l'avion qui permet d'économiser 40% de matière. Donc ça permet d'économiser de la matière. Vous pouvez appliquer la même chose en architecture. Là, c'est un exosquelette béton d'une tour D2 qui est à la Défense, qui est fait par un cabinet d'architecture qui s'appelle Béchu et Associés. Pareil, inspiration de la structure osseuse pour faire une structure porteuse qui économise 40% de béton. Il y a plein d'innovations sur l'allègement des matériaux et sur la façon de les produire qui sont soit déjà développées, soit en cours de développement. Il y a même des skis, je pense à... Je vois Perrine Pellen, je suis très, très impressionné de votre présence. Il y a Stockley, ils ont développé un ski avec comment ils appellent ça, un turtle shield, quelque chose comme ça. Ils sont inspirés des carapaces de tortues. C'est une chercheuse de l'EPFL en Suisse qui leur a donné cette idée, qui les a mis sur la voie pour avoir une semelle qui a de la souplesse et de la rigidité, parce qu'en fait, entre les carapaces, dans la carapace de tortue, entre les formes polygonales, hein, les morceaux, il y a une structure souple, un peu élastique. Et ce qui est amusant, c'est que chez Stockley, c'est arrivé le biomimétisme pour faire de l'innovation produit sur de la performance de la semelle de ski. Et petit à petit, donc, ils sont arrivés par une porte vraiment innovation produit. Et petit à petit, maintenant, ça intéresse leurs équipes R&D pour voir comment élargir le champ d'investigation, pour voir comment réduire l'empreinte environnementale globale en s'inspirant du vivant. Si on reste dans les matériaux, là on est dans le marin, mais ça c'est une nacre de coquillage, une coquille d'ormeau. Et la coquille d'ormeau, si vous regardez le schéma à droite, c'est un peu comme l'aile bleue de papillon morpho tout à l'heure, mais ce n'est pas tout à fait la même géométrie. C'est plein de tuiles, ouais, si on veut, qui sont enchevêtrées les unes dans les autres. C'est un peu comme si vous preniez une pile d'assiettes à la maison après une dispute et vous la balancez par terre. Vous avez plein de morceaux enchevêtrés les uns dans les autres, on est d'accord. Eh bien, chez McGill, au Canada, ils ont micro-fissuré du verre à la façon de la nacre de coquille d'ormeau. Ça l'a rendu 200 fois plus résistant. Ce n'est pas un autre verre, ce n'est pas un autre procédé de fabrication, mais c'est en mimant la structuration interne du matériau. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, quand il y a un choc, la fissure a énormément de mal à se propager parce que le chemin est tortueux. La fissure est en forêt primaire, est en forêt amazonienne. Elle n'a pas des trucs bien alignés comme ça se fait encore majoritairement sur du verre. Donc là aussi, phase de recherche et preuve de concept académique élaborée, les applications industrielles suivront, c'est sûr. Alors la peau de requin, voilà Patrick. Le requin est prodigieux à bien des égards, mais notamment il crée autour de lui une sorte de second skin, qui est un filet d'air, on pourrait dire. Parce que sur la peau de requin, grâce à ce qu'on appelle les denticules de la peau de requin, c'est ce truc-là, je sais pas si, enfin bref, c'est le rond en haut, vous avez une surface sur laquelle rien n'adhère. C'est une surface antibactérienne. Eh bien, Sharklet aux États-Unis a mimé, et vous voyez, on ne copie jamais le vivant, on ne sera jamais aussi bon que le vivant. Mais ils se sont rapprochés du design de cette structure de denticules de peau de requin, et ils en ont fait un matériau sticker antibactérien
qu'ils vendent ça aux cliniques et aux hôpitaux américains pour mettre ça sur les poignées de porte parce que c'est antibactérien à 98%. Pas contre le Covid, malheureusement pour eux, mais en tout cas, c'est antibactérien. Donc vous voyez le pragmatisme aussi à l'américaine. Il y a une surface antibactérienne. On est capable de la manufacturer parce que ce n'est pas toujours gagné. Hein. C'est aussi un des grands enjeux d'aujourd'hui et de demain, être capable de faire du manufacturing éco-friendly et aussi performant que le manufacturing du vivant. Donc ça, Sharklet, c'est de l'antibactérien. Voilà le sticker qu'il développe. Évidemment, l'araignée est une autre icône du biomimétisme parce que, comme vous le savez, elle fabrique un matériau qui est probablement le matériau le plus prodigieux du règne du vivant. Même nous, avec tous nos matériaux, on n'est pas capable d'égaler la performance du fil de soie d'araignée, qui est 6 à 7 fois plus résistant que n'importe quel matériau que nous pouvons fabriquer. Mais il n'y a pas que de la résistance dans le fil de soie d'araignée. Il y a aussi de l'élasticité, il y a aussi de l'antibactérien. Quand vous voyez une toile d'araignée sale dans un grenier ou dans une cave, c'est juste de la poussière qui est tombée dessus, mais elle n'est pas colonisée. Elle n'est pas colonisée. Ce qui fait que vous pouvez aussi en faire des applications médicales. Mais elle reste aussi, elle a aussi des propriétés élastiques et de tension continue. C'est-à-dire que si vous prenez un fil d'araignée, c'était Arnaud Koviak, un jeune chercheur de l'Institut Paul et Marie Curie qui était venu nous expliquer ça. Quand vous mettez la main sur un fil d'araignée, vous sentez la tension du fil. Et si vous retirez votre main sans rompre le fil ne va pas être lâche une fois que vous aurez enlevé votre main. Il va reprendre sa tension. Eh bien, en fait, c'est parce que sur le fil, il y a des micro-gouttelettes huileuses qui servent à scotcher les insectes qui viennent, mais qui sont aussi comme des pelotes de laine. Et donc, quand le fil s'étire, ça se débobine. Et quand le fil se rétracte, ça vient se réenrouler autour de ces micro-gouttelettes huileuses. Eh bien ça commence à donner des idées à des fabricants de matériaux, de fibres optiques et autres, pour avoir un truc qui non seulement peut s'étirer, mais surtout qui peut reprendre sa forme initiale et sa tension initiale a posteriori. Et alors, sur cette approche-là, il y a des labos en France qui bossent bien, qui avancent, mais il y a eu un pas majeur franchi en Allemagne par l'université de Bayreuth avec Thomas Scheibel que vous voyez ici, et une boîte qui est créée depuis qui s'appelle AM Silk, parce qu'ils ont réussi à synthétiser la protéine de soie d'araignée. Vous ne pouvez pas élever des araignées parce qu'elles sont cannibales. Voilà. Donc, vous pouvez essayer, mais ça dure pas longtemps. Eh bien, AM Silk, ils ont réussi à synthétiser la protéine de soie d'araignée avec BioSteel. Enfin, voilà, vous avez compris le truc. À un moment donné, vous avez une fibre, et cette fibre, vous pouvez en faire ce que vous voulez. Il y a énormément de domaines d'application. Généralement, quand les journalistes se saisissent du sujet, ils parlent du gilet pare-balles. Bon, il y a des choses quand même plus intéressantes que ça. C'est des matériaux qui sont plus résistants, qui durent plus longtemps, qui ont des procédés de fabrication qui sont moins énergivores, qui dépendent moins des hydrocarbures. Tout ça, c'est biodégradable, c'est biocompatible, vous pouvez l'utiliser en médecine. Et parfois, et ça c'est important, vous pouvez, quand vous faites de la veille sur le sujet, profiter du travail des autres. C'est-à-dire, par exemple, Givaudan, il y a des applications en cosmétique. Givaudan, ils ont racheté les activités cosmétiques d'AM Silk, ils ont gagné 10 ans de recherche. Donc, ces innovations bio-inspirées, vous n'êtes pas obligé de les faire vous-même. Quand vous penchez sur le sujet, sur un problème industriel, et que vous rentrez dans cette logique de biomimétisme, soit il y a des boîtes de conseil comme nous qui vous accompagnent, soit tout seul, vous allez chercher des labos qui bossent là-dessus, et petit à petit, vous allez travailler en coopération. Ne cherchez pas nécessairement à intégrer un labo R&D biomime chez vous. Je ne suis pas sûr que ce soit la bonne solution. Je continue ? Devant votre enthousiasme et votre délire. Il y a plein de choses, je vais passer un peu plus en rafale pour qu'on puisse discuter un peu. Il y a plein de choses étonnantes. Ça, c'est Soletange Bachy, ils travaillent avec des bactéries calcifiantes, c'est-à-dire qu'ils intègrent des bactéries marines à l'intérieur d'ouvrages béton, ou ouvrages tout court,
Et en cas d'infiltration, la bactérie va calcifier des grains de sable dans son environnement de proximité grâce à l'urée qui est présente dans l'eau. Et donc c'est un procédé d'autocicatrisation. Ça permet là aussi d'éviter ou de réduire la propagation de fissures. L'effet lotus, autre icône du biomimétisme, mais je voudrais vous montrer un petit schéma pour vous expliquer un truc. Il y aura peut-être comme ça 2-3 choses que vous utiliserez dans les prochains dîners mondains que vous aurez. La feuille de lotus est hyper hydrophobe. Ce n'est pas la seule. Honnêtement, dans le vivant, il y a plein de trucs très hydrophobes. Là aussi, pour une raison assez simple, c'est que les feuilles, le vivant n'a pas le luxe d'avoir des feuilles qui puissent rester sales. La feuille doit faire son boulot de photosynthèse. Donc il faut qu'elle reste propre. Et l'effet perlant, il est dû à une propriété mécanique, physique, qui est que le schéma au centre, au milieu, représente une feuille de lotus schématiquement, et vous pouvez considérer que c'est comme une planche de fakir. En fait, il y a plein de clous à la surface de la feuille, ce qui fait que l'eau, en arrivant sur la surface, en vrai, ne touche pas vraiment la surface, mais touche uniquement la tête des clous. Et donc, au lieu de toucher la surface et d'arriver comme un pneu dégonflé à bien s'écraser sur la surface et donc créer une large surface de frottement et donc freiner et donc s'arrêter, en réalité, la bille d'eau reste bien gonflée à bloc parce que la surface de contact est super réduite. Et donc, le taux de frottement est extraordinairement réduit et donc ça glisse, ça perle en surface. Et en perlant en surface, ça embarque tout ce qui traîne. Et donc, il y a longtemps déjà, Saint-Gobain a créé un verre auto-nettoyant qui s'appelle BioClean, en répliquant cet effet biomimétique. Mais, sans faire injure à Saint-Gobain qui continue à essayer d'optimiser le truc, ce n'est pas parce que c'est biomimétique, bio-inspiré, que c'est bénéfique. C'est comme les antibiotiques, hein, ce n'est pas automatique. Parce que le traitement de surface de Saint-Gobain, c'est un traitement au mercure d'argent. Et ce traitement de surface dure peu. Vous pouvez faire aujourd'hui un pare-brise sans essuie-glace avec ça. Mais au bout d'un mois et demi, le traitement de surface sera parti. Et donc, vous avez encore là des optimisations dans le manufacturing des choses. C'est-à-dire que le procédé reste efficace du point de vue de la bioinspiration et de l'intérêt que ça peut représenter. Mais encore faut-il associer le biomimétisme à de l'éco-conception, à de l'analyse de cycle de vie, à de l'économie circulaire, etc. Le biomimétisme est pluridisciplinaire, donc il est hors de question de faire une chapelle. C'est un truc qui doit fonctionner avec les autres approches. C'est une source d'inspiration, mais ce n'est pas pour autant que c'est automatiquement vertueux. Mais oui, bon, je vais quand même vous montrer un petit exemple assez rigolo. C'est qu'il y a 2 ans, Nissan a fait un test sur une voiture avec une peinture effet lotus. C'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal. Mais bon, reste à optimiser le processus. Ça, c'est un autre exemple d'effet perlant et d'hyperhydrophobie. Je vous présente le petit ténébrion du désert. On est dans le désert de Namib, en Namibie, côté ouest de l'Afrique. Vous avez peut-être vu des images de la BBC qui sont assez sublimes sur ce petit scarabée. Le matin, il sort de sa tanière et il va en haut de la dune et il va se positionner face à l'océan qui est quand même là, plus loin. Il se met les fesses en l'air à 45 degrés. Et il a sur sa carapace des bosses et des creux. Et les bosses sont hydrophiles et les creux sont hydrophobes. Ce qui fait qu'avec le rien du tout de rosée du matin, c'est vraiment très, très, très exagéré de parler de rosée, mais il y a quand même un chouïa d'humidité dans l'air. L'eau va venir se condenser sur le haut des bosses et quand c'est suffisamment lourd, ça va tomber dans le creux est hydrophobe, donc ça va glisser comme dans une gouttière. Et ça va glisser jusqu'où? Il a la tête en bas à 45 degrés pour prendre son petit déjeuner. Et donc ça, c'est un collecteur d'eau grâce à un effet de structure de surface. Ça a inspiré notamment une boîte allemande qui fait de la peinture industrielle qui s'appelle Sto, qui a développé des peintures qui non seulement sèchent plus vite, bon ça pourquoi pas, mais c'est surtout qui résistent à l'humidité, qui résistent à moisissure et donc là aussi qui durent plus longtemps.
Voilà le morpho dont je parlais tout à l'heure, vous le voyez un peu plus en plein cadre. Ça intéresse des boîtes comme L'Oréal en cosmétique, mais pas que, en coloration structurale, coloration sans chimie, sans pigment. Vous ne pouvez pas créer toutes les couleurs. Ça, c'est sa cousine Greta Otto. Greta Otto, c'est la championne de la transparence. On n'a pas encore réussi à l'appliquer sur des coques de smartphones, mais elle ne reflète rien. Et donc, ça fait bosser du monde sur des surfaces anti-reflets. Mais on n'y est pas encore. Mais souvent, et notamment sur les ailes, sur les élites, sur les ailes d'insectes, vous avez des choses qui sont anti-reflets ou antibactériens. Encore une fois, par la façon dont la surface est organisée. Et l'organisation de cette surface, contrairement à une pensée intuitive qu'on peut avoir, l'organisation peut être parfois un peu chaotique. Ce n'est pas toujours parfaitement aligné et rangé. D'ailleurs, regardez les forêts et regardez ce que des gens font quand ils font mal de la reforestation ou des espaces paysagers où ils alignent des arbres monoessence. Vous ne créez rien là. Vous ne créez pas de la diversité parce que vous avez un truc monolithique que vous répétez. Souvent dans le vivant, ce n'est pas si bien répété que ça. Et cette espèce de chaos crée des choses intéressantes. Le chaos de la diversité du vivant crée de la diversité, parce que la vie crée les conditions favorables à la vie, et cette espèce de chaos de surface crée des fonctionnalités. Alors, vous avez des choses un peu plus rigolotes. Enfin, c'était déjà vachement drôle jusqu'à là. Là, vous êtes sur des emballages faits à partir de mycélium. Si vous faites pousser du mycélium, ce réseau racinaire des champignons, un peu dufteux, un peu qu'on n'aime pas trop, sauf dans le fromage peut-être, eh bien, si vous faites pousser du mycélium dans un moule, jusqu'à obtenir une certaine densité, ensuite vous mettez juste un petit coup d'énergie pour arrêter la croissance des champignons et vous démoulez, vous avez un substitut quasiment ISO-qualité au polystyrène. Ikea est en train de l'expérimenter, donc ce n'est pas de la rigolade. Il y a plusieurs boîtes, il y a des Américains, là c'est Ecovative, mais il y a 2 Français, Fungus Sapiens et Embellium, qui font ça. Vous avez les mêmes propriétés mécaniques, c'est juste un truc qui n'est pas sourcé en hydrocarbures, qui est biosourcé, qui est biodégradable, etc. Et vous pouvez faire, même encore plus rigolo avec du mycélium, vous pouvez faire de l'alter-cuir, ce qu'on appelle de l'alter-cuir ou du cuir végétal. Ce que vous voyez là au centre, ce n'est pas du cuir, c'est du champignon. Et le sac Hermès que vous voyez à gauche, alors c'est pas tout le sac. C'est non, je rigole. Non, enfin, c'est une partie du sac. C'est une expérimentation de l'année dernière. C'est pareil, vous faites pousser du mycélium dans un moule, vous imprimez un motif avec le motif du moule, et vous avez un cuir végétal. Ça doit plaire aux gens qui s'accrochent aux arbres, par exemple, en montagne. Donc, ça, c'est une innovation de rupture pour... je ne pouvais pas m'empêcher non plus. Faut faire avec le vivant, hein, pas contre. C'est bien l'idée. Donc vous voyez, ça donne des innovations. Et là, on est sur de l'innovation qui a du marché, qui peut proposer, encore une fois, une histoire intéressante, qui propose des alternatives à ce qui est fait aujourd'hui. Il ne s'agit pas uniquement de dire il faut faire autrement sans trouver de solution. Voilà, il y a des alternatives et il y en a plein d'alternatives. C'est-à-dire ce qui est intéressant, c'est que on a souvent tendance à vouloir passer de tout l'un à tout l'autre. On veut passer du tout pétrole au tout électrique, etc. Le monde est hybride. C'est plein de solutions. Et la bonne solution, elle dépend toujours que de 2 choses. C'est votre histoire et là où vous êtes. Pourquoi est-ce que les tortues nagent? Les poissons ondulent. Tout ce qui est dans l'eau ondule. Les tortues nagent parce que dans leur histoire, à un moment donné, elles sont sorties de l'eau. Et elles sont retournées à l'eau. Donc elles ont développé des nageoires qui ressemblent plus à des pattes. Et donc, le vivant, il n'y a pas de modèle absolu. Il y a plein de théories, le management s'intéresse beaucoup à ça, mais il n'y a pas de bon modèle de management inspiré du vivant. Vous avez tous les modèles dans le vivant. Et encore une fois, ce qui compte, c'est la bonne solution pour ce que vous voulez faire, au moment où vous voulez le faire et là où vous voulez le faire. À partir de là, vous vous adaptez. Encore une fois, et ce n'est pas un propos d'altermondialiste ce que je vais dire, mais il n'y a pas de mondialisation standardisée dans le vivant. Ça n'a pas de sens. On est adapté à ce que ces ressources aux ressources de son biotope et on est adapté à l'usage et à un moment donné. Sauf que le moment, il dure longtemps. C'est un peu tout l'enjeu du réchauffement climatique et des enjeux biodives. Le monde a toujours évolué, simplement aujourd'hui, il évolue trop vite. C'est juste ça le problème. Alors en matière d'adhésion, là aussi, je vous ai présenté Richard Whitcomb et vous penserez à lui quand vous verrez les ailes relever, les winglets des avions. Mais là, je vais vous en présenter un autre et vous allez penser à lui.
pour une innovation que vous avez tous et toutes chez vous, qui vient de cette fleur de bardane. C'est quoi? Le velcro. Et ben, le velcro, c'est ce monsieur, Georges de Mestral. Là, on est dans les années 40, en Suisse. C'est un chercheur, un peu inventeur, un peu géotrouve-tout. Et il revient d'une promenade en forêt avec son chien. Et il y a des fleurs de bardane qui se sont accrochées au pelage de son chien. Il n'y a pas que la bardane, il y a plein de plantes comme ça. C'est leur stratégie de colonisation. Elles vont s'accrocher, se disperser et s'accrocher. Et quand il revient, il décroche ces fleurs de bardane, ça l'amuse. Il se dit, tiens, qu'est-ce que je peux faire avec ça? Et petit à petit, c'est pas du premier coup, il finit par bosser avec une boîte de textile de Lyon. Et à la fin, il mime d'un côté ce qui ressemble au pelage de son chien, il en arrive au velours. Et de l'autre côté, il mime le crochet de la fleur de bardane. Velours, crochet, velcro. Donc c'est une forme de colle que vous pouvez coller et décoller un nombre quand même très très élevé de fois. Alors là aussi, si on le faisait du velcro avec des surfaces et des textiles non sourcés en hydrocarbures, ça serait encore mieux. Mais en tout cas, le principe est quand même assez génial. Il n'y a pas de composés organiques volatiles, ça se détache et se rattache autant de fois que vous voulez. Mais plus fort maintenant aux États-Unis, ils ont réussi à mimer l'adhésion de la patte de gecko. Vous savez, ce petit lézard, bon, généralement il est vert, je ne sais pas pourquoi, peu importe. Enfin non, c'est ce petit lézard qui grimpe n'importe où. Et longtemps, on a cru que c'était une adhésion par effet ventouse. Mais en fait, non, il n'y a aucun dépôt de matière. Il n'y a rien d'humide. Et c'est ce qu'on appelle un effet van der Waals. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une adhésion, on pourrait dire atomique. Sur chacun de ses doigts, il a plusieurs milliers de poils au millimètre carré. Et chaque poil se subdivise en 100 à 120 spatulae. Donc on est à un niveau atomique, nanométrique. Et en fait, il fait corps avec la matière sur laquelle il adhère. Et il adhère, il se désadhère parce qu'il réussit à faire un truc que je peux faire qu'une seule fois en hurlant, c'est mettre le doigt ici. Et cet angle-là, ça l'aide à se désadhérer. Et donc ça inspire par exemple Ford. Pourquoi? Parce que dans l'habitacle de la voiture, probablement pareil dans un certain nombre de choses que vous fabriquez vous pour la montagne, il y a plein de matériaux divers qui sont assemblés, qui sont bien collés. Je ne vais pas refaire le sketch de Coluche avec le nom, mais après pour les décoller en économie circulaire et en valorisation de produits en fin de vie, en fait vous n'y arrivez pas. Ou alors vous créez des trucs qui ne sont pas propres, donc c'est difficile à revendre. Bien, Ford, il s'intéresse à la patte de gecko pour assembler à l'intérieur de l'habitacle de la voiture différents matériaux et réussir à les désassembler proprement. Si vous les déassemblez proprement, vous avez plus de valeur de revente. Mais nous, on a du mal à... Alors, j'aime bien montrer cette image de Tom Cruise, non pas que je sois un fan de Tom Cruise et de Mission Impossible, mais dans un des Missions Impossibles, il y a des gecko gloves. Donc, il a un gant gecko. C'est vraiment dans le film. Hein. C'est un grand film. Vous avez tous vu. Mais j'aime bien montrer cet exemple parce que dans le film, il y a un des deux gants qui ne marche plus. Il y a quand même une personne qui a vu le film. Je vous parle dans... D'accord, ok. Et pourquoi un des deux gants ne marche plus? Il n'y a plus de batterie. C'est-à-dire que nous, on n'est pas foutu d'imaginer un truc sans y mettre de l'énergie. Le gecko, il n'a pas de pile dans ses doigts. Hein, donc là aussi, en fait, ils ne sont pas allés jusqu'au bout de l'innovation disruptive. T'as pas besoin, ça aurait peut-être été embêtant pour le scénario, mais Tom, tu n'as pas besoin de mettre des piles dans tes gants. Il faut juste lui dire. Et alors aux États-Unis, ils ont réussi à mimer cet effet Van der Waals, qui est une prouesse hein, quand même, parce que là, on est à un niveau de subtilité de surface qui est assez prodigieux. Vous allez voir, ils vont reproduire un peu l'effet angle du doigt du gecko. En retournant le truc, vous créez un angle, ça redescend, ça retombe. Et en fait, la NASA a bossé avec Stanford pour développer ça parce qu'ils avaient besoin d'attraper notamment des objets dans l'espace et notamment des débris. Vous savez qu'il y a de plus en plus de débris dans l'espace. Et évidemment, le débris, avant de devenir un débris, comme on n'avait pas pensé qu'il allait devenir un débris, il n'y a pas l'autre morceau du velcro dessus. D'accord ? Et donc là, ça leur permet d'attraper des choses sans aucun dépôt de matière et probablement que ça va arriver dans l'industrie. J'ai encore 10 minutes, un quart d'heure, vous m'accordez ça ou... Oui.
Alors j'ai parlé un peu de Cataglyphis fortis tout à l'heure sur la capacité du vivant à capter, partager de l'information. Il y a une analogie qu'on aime bien faire, c'est que nous, on consomme surtout de l'énergie en tant qu'espèce. Le vivant consomme surtout de l'information. C'est pour ça que le vivant est super réactif à son environnement et bourré de capteurs. Par exemple, là, vous voyez un bombix du mûrier, avec ses belles antennes râteaux. Lui, il est capable de détecter une phéromone femelle, toujours une bonne raison dans le vivant, je vous l'ai dit tout à l'heure, sur un rayon de 10 km. C'est-à-dire sur un rayon de 10 km, une phéromone femelle, il est capable de la détecter. Donc il y a des gens comme Jérôme Casas à Tours qui travaillent là-dessus pour en faire des micro-capteurs de détection de micro-fuites de gaz ou des choses comme ça, ou de choses plus dangereuses. Et la fourmi, voilà le trajet que fait Cataglyphis fortis dont je vous ai parlé tout à l'heure. Elle part au hasard et elle revient en ligne droite. Et j'adore quand les chercheurs présentent ça, parce qu'eux, ils disent, nous, quand on va au bar, c'est plutôt l'inverse. Les chercheurs peuvent être drôles. Non, je plaisante. Et voilà le petit Antbot, le petit robot. Alors c'est génial, les chercheurs, parce qu'ils ont bossé comme des dingues là-dessus, et ils ont fait un robot qui marche sur un tapis de 10 mètres par 10 mètres. Mais en tout cas, voilà, la preuve de concept est là. Et ils bossent avec, je crois, le groupement des constructeurs automobiles français. C'est pas que PSA, mais je crois qu'il y a plusieurs constructeurs. Mais en tout cas, depuis longtemps, grâce à des travaux d'un Italien qui s'appelle Dorigo, des années 70-80, vos systèmes de GPS de vos voitures sont bio-inspirés. Ils sont inspirés par des algorithmes qui sont inspirés des dépôts de phéromones et des communications des fourmis entre elles. Parce que la fourmi n'a pas de mémoire, comme l'automobiliste primaire d'ailleurs. Et comme nous, parce que plus on utilise ça, moins on a de mémoire des trajets. Il pleut bien là. Et donc, vos systèmes de GPS sont bio-inspirés. Je vous montre une start-up française qui s'appelle Prophecy, qui a levé 80 millions, qui bosse avec les Américains notamment. Eux, ils ont développé un capteur, caméra si vous voulez, inspiré de la rétine humaine. Parce que, et là Patrick, je vais te mettre à contribution, notre œil est un détecteur de mouvement. Ce n'est pas une caméra en flux continu. C'est-à-dire que je vais enregistrer une image de fond et je vais de temps en temps la mettre à jour, ou alors je vais réagir à des mouvements. C'est-à-dire que si tout le monde se fige là, et que tout d'un coup Patrick se met à gesticuler, non mais c'est là où... Ouais. Eh bien, même si Patrick n'est pas dans mon champ de vision, je vais être attiré par Patrick. Visuellement, je veux dire le détecteur de trucs. Et donc, notre caméra à nous, elle est très économe, elle est intelligente dans sa consommation d'énergie et dans son transfert de data. Je n'actualise que ce qui a besoin d'être actualisé. Et ils ont développé donc cette caméra qui est capable aussi de détecter mieux les mouvements parce que, encore une fois, c'est la fonction numéro 1 de notre œil. Probablement que ça vient de l'époque où on avait des prédateurs, où il fallait faire gaffe à son environnement, etc. Il y en a encore, hein, mais voilà, on a une capacité, à travers notre vision, on a une capacité de détection des mouvements. Et donc Prophecy, c'est une des startups françaises qui est intéressante sur le sujet. Je vous en montre une autre qui part de la même bio-inspiration, stratégie de communication des insectes entre eux, mais qui l'applique dans un tout autre univers, qui est en agriculture, s'appelle M2I Life Sciences. Eux, ils ont développé un substitut aux pesticides en créant de la confusion sexuelle, c'est-à-dire toujours ces histoires de phéromones. La phéromone femelle est exclusive de l'espèce. Et donc, eux, ils ont développé une formule biomimétique de la phéromone femelle qu'ils veulent combattre, entre guillemets. Ils la concentrent à haute dose dans des capsules qu'ils dispersent dans l'air au-dessus des cultures à protéger, ce qui fait que le mâle, quand il arrive sur zone, il sent de la femelle, ça c'est sûr, il en sent à tous les étages, sauf qu'il n'y en a pas, ou il y en a peut-être une pour 1 million. Et donc il ne la trouve pas, il est tout paumé, tout excité en même temps probablement, mais il ne la trouve pas. Et donc ils ne se reproduisent pas, et donc il n'y a pas de larves, donc on limite la croissance, le développement démographique de l'espèce ravageur. Mais sans être nuisible pour les autres espèces, parce que la phéromone est exclusive, et sur une durée d'usage qui est assez éphémère, ça dure quelques jours. Et ils l'appliquent sur des vignobles, ils mettent ça sur un pied de vigne sur 3, une espèce de petite noisette de mousse. Et donc c'est ce qu'on appelle de la confusion sexuelle. Et là on est à la frontière entre biomimétisme, biocontrôle et bio-inspiration évidemment.
C'est 100 millions d'euros de levée de fonds, c'est la plus grosse levée de fonds en agro en 2019. Ils sont déjà 130, ils travaillent sur une centaine de pays, ils font 20 millions de chiffres d'affaires. Ça, c'est un exemple que j'aime bien donner, c'est les travaux de Jérôme Casas, là, dont je parlais tout à l'heure. C'est le grillon. C'est juste pour vous attirer votre regard sur les poils sensoriels qui sont sur ces grandes pattes. En fait, le grillon, il a un prédateur qui est une araignée et dont il se méfie. Et il a des poils sensoriels qui détectent les filets d'air, les mouvements d'air provoqués par l'arrivée de ce prédateur. Donc déjà, c'est assez balèze, parce que c'est une araignée qui marche en sous-bois et il détecte sa présence. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que le vivant est résilient parce qu'il est super à l'affût de ce qui se passe, mais aussi super réactif. Super réactif. Et le poil sensoriel va donner une impulsion à une boucle neuronale et musculaire sur la patte qui va donner un ordre à la patte de s'actionner et de se barrer. Autrement dit, c'est une boucle neuronale locale de décision. Ça ne remonte pas au board, au cerveau de l'insecte, qui se demande, dis donc Jean-Pierre, il faudrait peut-être refaire une réunion dans 15 jours, parce que... voilà. Non. Il y a une réaction immédiate et locale, parce que le vivant est toujours super réactif, et donc j'aime bien dire de temps en temps, transformez vos collaborateurs en poils sensoriels, super à l'affût de leur environnement, des offres concurrentes, de tout ce que vous voulez, et surtout super réactifs, et laissez-les être réactifs en boucle neuronale de décision. De temps en temps, ça produira des choses intéressantes. Souvent, probablement. Là, je vous montre les travaux de quelqu'un d'assez fabuleux qui s'appelle Frank Zal. ZAL, c'est un ancien chercheur du CNRS qui a monté sa boîte. Ça arrive souvent que des chercheurs entrepreneurs quittent le CNRS pour monter leur boîte. Il s'appelle Emarina. Lui, c'est un spécialiste des flux d'oxygène chez les organismes, et notamment les organismes marins. C'est son truc. Et il avait l'habitude d'étudier des organismes qui subissaient de très fortes pressions, et donc il allait en très haute profondeur observer des organismes marins. Et un jour, il est breton, il marche à marée basse en Bretagne sur ça, vous connaissez à gauche, tous ces petits monticules de sable. Sauf que lui, il s'est posé une question que honnêtement, aucun d'entre nous s'est jamais posé en marchant 1 million de fois là-dessus, c'est comment fait la bestiole qui est en dessous pour respirer. Et il se trouve qu'en dessous, il y a une bestiole, qui est un ver marin, qui s'appelle l'Arénicola marina. Et donc il se dit, ce ver doit avoir un secret, parce que c'est la marée qui lui apporte son oxygène, donc pendant 6 heures, ce ver est en apnée. Parce que ce n'est pas le peu d'eau qui existe quand même, qui suffit. Et donc, cette hémoglobine doit être intéressante. Il creuse le truc, je résume, il trouve 2 choses fabuleuses. Il trouve une hémoglobine de ver marin qui est super oxygénée. En fait, cette hémoglobine séquestre 48 fois plus l'oxygène que nous. Mais surtout, cette hémoglobine, elle est compatible avec tous nos résus, elle est transfusable à l'homme, parce que c'est une hémoglobine dite extracellulaire. Nous, notre hémoglobine, elle est encapsulée dans nos globules rouges, et ce sont nos globules rouges qui typent notre groupe sanguin, d'accord ? Donc là, ce n'est pas dans les globules rouges. Donc c'est compatible avec tous nos groupes sanguins. Et pourquoi est-ce que c'est intéressant en médecine ? Parce que c'est un complément super oxygéné qui est très vertueux, par exemple pour des greffons, pour augmenter la durée de vie des greffons, qui sont comme le ver marin à marée basse. C'est-à-dire que le greffon, il est privé de son apport en oxygène parce que c'est nous qui lui rapportons. Mais il travaille aussi avec le professeur Lantieri sur des greffes de peau de grands brûlés, par exemple, parce que la cicatrisation super oxygénée a plus de chances de succès. C'est assez fabuleux. Alors c'est compliqué parce que vous êtes dans l'univers médical, super normé, et là vous arrivez avec une innovation tout à fait disruptive. Je vais vous sauver la vie avec du ver marin. Comme ça, tout de suite, on dit vraiment ? Et pourtant, c'est assez fabuleux. Donc voilà l'Arénicola marina, là, et le produit s'appelle Emo2Life. Il y a Tissium, autre start-up, ils ont levé 70 millions. Eux, ils ont développé une colle chirurgicale inspirée des gastéropodes. Alors là, il y a un escargot, mais c'est aussi des gastéropodes marins, qui ont quand même cette capacité à adhérer à des trucs qui sont généralement en milieu aqueux, avec de la houle, et qui ne sont pas tout à fait propres. Nous, on nettoie comme des dingues des surfaces pour mettre de la superglue, ça ne marche pas toujours. Les gastéropodes, ils adhèrent. Les byssus de moule, par exemple, ça adhère à peu près partout. Eh bien, ils ont développé, Tissium, une colle chirurgicale que le chirurgien, c'est un prépolymère inspiré de ces gastéropodes, et que le chirurgien applique comme une pâte encore molle sur les tissus humains en intrachirurgie. Donc c'est mou, c'est visqueux, etc. Bon appétit. Et
en fait, après, le chirurgien fait changer le statut du polymère avec un flash lumineux, ça arrive souvent. Le polymère se durcit et ça crée une suture sans suture. Alors, l'aiguille Terumo japonaise est inspirée depuis longtemps de l'aiguille de la moustique. En fait, je donne juste cet exemple pour rappeler que ce sont que les femelles qui piquent. Et qu'en fait, pourquoi vous réagissez toujours trop tard? Parce que ce n'est pas la piqûre qui vous fait réagir. Encore une fois, bon appétit, je suis désolé, mais c'est parce que la moustique injecte une salive urticante qui va lutter contre la coagulation du sang, donc il va liquéfier le sang, on pourrait dire. Et en plus, la trompe, elle n'est pas toute droite comme ça, elle frétille, hein, elle va chercher. Et donc, elle injecte une salive, et c'est cette salive qui nous fait réagir, mais quand on tape, le moustique est déjà parti. Et bien, Terumo, ils ont développé une aiguille qui est inspirée de la forme conique, parce qu'en fait, c'est la forme conique de l'aiguille de la moustique qui la rend indolore. Donc, ils ont développé une aiguille qui est indolore, notamment pour des diabétiques. Ils devraient faire ça pour de l'anticoagulant, parce que moi, je m'en injecte tous les jours, et c'est pas tout à fait du Terumo. L'ours pas polaire, justement, l'ours brun, je vais terminer en 2 minutes. L'ours brun fait un truc absolument génial, c'est qu'il hiberne pendant 6 à 7 mois, il sort de l'hibernation, il est capable de courir à 100 mètres. Nous, on reste alité 15 jours, on est minable. Et donc, à l'université de Strasbourg et au CHU de Strasbourg, et notamment avec Fabrice Bertil et d'autres, ils travaillent sur le secret de l'ours brun, ils n'ont pas encore tout révélé, sur sa capacité à lutter contre l'atrophie musculaire. C'est-à-dire qu'il perd un peu de masse musculaire au début, ensuite il n'en perd plus. Donc bon, là, on a mis une photo de Thomas Pesquet parce qu'il bossait avec Loch Ness là-dessus, mais c'est valable pour tout à chacun dans nos problèmes quotidiens. La pompe cardiaque, le CoreWave, dans le marin, la force motrice, c'est l'ondulation. Il n'y a pas d'hélice. C'est laquelle os? J'aime bien à chaque fois, mais... vous prenez, je fais court, vous prenez une espèce de vieux 45 tours, avec des diamètres variables, peu importe. Vous en faites une membrane semi-rigide, un peu souple, mais vous gardez le trou au milieu. Si vous faites onduler cette membrane en la pinçant à la circonférence et en la faisant vibrer de haut en bas, vous allez créer une vaguelette vers le centre, on est d'accord? En fait, je crois que j'ai un truc qui montre ça. Voilà, donc le 45 tours, c'est le disque jaune. Eh bien, quand vous immergez ce truc dans un liquide, vous allez le propulser avec 30 à 40% de puissance en plus vers le centre, à iso-énergie. L'ondulation marine, ça permet à un espadon voilier d'aller à 110 km/h dans l'eau. Ça permet à un dauphin d'aller tranquille à 25 nœuds, voire 30 nœuds. L'ondulation. Eh bien, CoreWave, ils sont en train de développer une pompe cardiaque, c'est le disque blanc qui applique ça, qui va prendre moins de volume, qui va être économe en énergie et qui va éviter l'effet cisaillement des pompes actuelles. Là, ils arrivent au bout de 8 ans de recherche, ça va être un blockbuster sur le médical. 60 millions d'euros de levée de fonds. Phoenix, j'adore, là je suis à l'Advisory Board, c'est une jeune start-up, mais je suis à l'Advisory Board avec Loïc Perron, donc je suis content. C'est pareil, appliqué à la motorisation hors bord du nautisme. Bon, le moteur a évolué, mais peu importe, voilà, c'est ça. Vous avez la membrane dans l'épaisseur, elle est réduite, elle fait que 5 ou 6 cm, mais c'est le même système. Vous la faites onduler, vous propulsez le bateau. Et là, c'est plutôt plus sympa pour la biodiversité ou pour les nageurs qui traînent. C'est-à-dire que là, vous pouvez mettre la main dans le trou, etc. Les poissons peuvent passer. C'est safe. Voilà, allez, je vais terminer. L'Energy, c'est la même chose. C'est une membrane hydrolienne ondulante qui a le mérite de pouvoir fonctionner dès 1 mètre seconde de courant marin. Donc, vous n'avez pas besoin de faire des énormes machines. C'est un peu les histoires des feuilles dont je vous parlais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on est sur une petite unité de production, mais efficace. Vous savez pourquoi les baleines à bosse remontent comme ça et pourquoi les tubercules sur leur grande nageoire dorsale inspirent des fabricants divers et variés pour avoir le même rendement? C'est parce qu'en fait, la baleine à bosse, elle revient des profondeurs, elle fait des cercles. Et c'est grâce aux tubercules sur ses nageoires qu'elle est capable de faire des cercles. Elle a un rayon de braquage assez prodigieux pour sa taille. Parce que les tubercules que vous voyez, c'est pas juste raté, il y a une vraie fonction. Et en fait, petit à petit, c'est leur technique de chasse. C'est-à-dire quand elles remontent, elles recentrent petit à petit les cercles et elles créent un filet de bulles d'air.
ça désoriente les poissons qui sont pris, pour les traverser, hein, ils sont pris dans ce filet de bulles d'air. Et petit à petit, elle resserre le cercle et arrivée à la fin. C'est quand même top. Hein. Voilà, la chouette, elle est championne du vol furtif. Donc ça, Enercon, Siemens, ils ont appliqué ça sur toutes leurs pales d'éoliennes. Il y a un effet râteau. C'est le duvet, le revêtement duveteux sur le bord de fuite de l'aile de la chouette. C'est ça qui la rend silencieuse. La chouette, c'est un gros oiseau. Il pourrait passer ici, on ne l'entendrait pas parce qu'elle capture ses proies en vol. Donc si elle arrivait comme un B-52, évidemment, ça ne marcherait pas. Eh bien, vous appliquez un système, même de manière grossière, avec ces râteaux-là. Vous réduisez de 4 ou 5 le nombre de décibels de la pale d'éolienne. Voilà, allez, je vais vous laisser avec cette église à Nyaning qui s'inspire des termitières pour faire de l'autoventilation passive, pour éviter de consommer trop d'énergie sur de la clim. Vous savez que c'est notre bombe énergétique de demain. Bientôt, on consommera plus d'énergie pour se refroidir que pour se chauffer. Eh bien, les termites, là c'est une termitière au Zimbabwe, hein, c'est déjà de la belle termitière qui monte à 10 ou 15 mètres. Elles créent des cheminées de ventilation parce qu'elles ont besoin de maintenir une température constante, parce qu'elles utilisent un champignon pour prédigérer les végétaux, enfin peu importe. Eh bien, vous appliquez en architecture le même système, vous avez un système de ventilation et d'autoclimatisation passive. Voilà. Le dernier exemple, c'est pour vous dire que le biomimétisme s'intéresse à du régénératif. Ça, ce sont des habitats artificiels marins. C'est-à-dire que là où vous détruisez l'habitat naturel, vous détruisez la vie. Okay. Mais si vous reconstituez des conditions et donc de l'habitat, même artificiel, mais qui mime les infractuosités selon les espèces que vous voulez réintroduire, etc., eh bien, petit à petit, ça va être recolonisé. Et la vie va revenir avec des espèces juvéniles, et puis ça va se redévelopper. Ça, c'est une boîte qui s'appelle Seaboost, mais il y a plusieurs boîtes, il y a Écocéan, il y en a d'autres. Et ça, c'est intéressant, y compris en matière de management des équipes, parce que autant lutter contre le climat, évidemment, il faut le faire, mais c'est une espèce évidemment d'échéance extrêmement lointaine, et c'est compliqué de voir les résultats. Sur la biodive, on peut avoir une action positive sur la biodiversité, ça peut être visible, c'est extraordinairement fédérateur en interne. Et donc il y a aussi de l'économie qui se développe sur le régénératif. Vous savez que l'enjeu aujourd'hui, c'est plus uniquement de protéger, c'est de réparer, c'est de régénérer. Il faut reconstruire de la biodiversité. Et encore une fois, la biodiversité, c'est la solution au problème climat. La vie des sols qui s'appauvrit, c'est de la séquestration de CO2 en moins, etc. Et donc on peut aussi le penser à un niveau plus écosystémique avec ce qu'on appelle les sponge cities. Comment déshermétiser les villes et recréer du cycle vertical de l'eau dans les villes pour les rendre moins vulnérables aux méga crues et aux méga inondations qui arrivent déjà et qui ne vont pas se réduire. Donc il y a aussi des applications plus écosystémiques. Voilà. Et donc je termine en disant que c'est aussi des espèces de principes qu'on peut s'appliquer à la façon du poil du grillon. Devenez des capteurs du monde ou du Bombix, si vous voulez. Travailler en intelligence collective, ça a été largement dit par Patrick. Effectivement, l'intelligence collective est formidablement productive de richesses communes et d'idées et d'innovation. Savoir s'adapter en permanence. Le vivant ne fait que ça. Et ce n'est pas un problème. Nous, on a un problème parce qu'on veut toujours préserver nos acquis. Le vivant ne fonctionne pas comme ça. Son acquis, c'est de durer. Et pour durer, il faut s'adapter. Et il faut changer pour s'adapter. Ça, c'est un grand principe de biologie. Et évidemment, travailler en circuit court, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas avoir des ambitions internationales, mais il faut aussi être ancré localement et faire vivre son territoire et ses racines. Optimiser ses réseaux, je n'ai pas parlé du blob. CF, Audrey Dussutour, elle est géniale pour en parler beaucoup mieux que moi. Le vivant, là aussi, ne fait que ça, d'optimiser ses réseaux. Le réseau est productif. Et travailler en bénéfice mutuel avec ses partenaires, clients, fournisseurs préférés. Parce que le monde est beaucoup plus symbiotique qu'on veut bien le croire. Et donc finalement, on est dans cette idée que le vivant n'est pas un problème, que la nature n'est pas un problème, et évidemment c'est une solution. J'avais repris une journaliste une fois sur un plateau qui disait « Mais comment on va faire pour sauver le monde ?» Ce n'est pas l'homme qui va sauver la planète. C'est évidemment la planète qui va sauver l'homme si on revient dans cette harmonie et dans cette communauté de destin et dans ce futur commun. Pour en savoir plus, rendez-vous si vous voulez à Bioemexpo à Paris les 25 et 26 octobre. J'ai sorti un bouquin, mais il est épuisé, il faut qu'on le réédite. Et puis là, c'était un peu lourd pour l'embarquer, mais je pourrais donner le lien. Et je vous remercie pour votre attention. C'était chouette, ça vous a plu? Ça vous a inspiré?
Oui, merci infiniment, Alain, pour tout cela. Bon. Modestement travailler dans cet esprit-là, parce que je fais du design pour des stations de recharge solaire pour les vélos à assistance électrique. Et je suis très inspirée par la nature. Mais souvent, je suis confrontée à... je ne sais pas tellement où aller fouiller pour trouver des solutions. Donc, je me disais que peut-être vous aurez des tuyaux pour nous aiguiller sur où trouver des sources d'informations, notamment sur les nouveaux matériaux qui peuvent exister ou sur... par exemple, moi, de temps en temps, j'ai besoin de structures qui soient à la fois solides et résistantes aux UV. J'aimerais bien trouver des idées dans cet esprit-là et je ne sais pas trop où aller fouiller. Il y a des matériothèques, hein, je pense à Innovatech, ça c'est côté FCBA. Ils sont plutôt bois, mais pas que. Après, c'est comme quand on fait notre travail de pige et de recherche. Vous allez trouver un truc, et ce que vous allez trouver, ça va vous aiguiller sur un autre truc, qui lui-même va vous aiguiller sur un autre truc, etc. Donc, en tout cas, sur le biomimétisme en tant que tel, il y a ce qu'on fait nous, et il y a un collectif qui s'appelle CBIOS, C2E-BIOS, qui est plus académique. Mais sinon, il faut venir à Paris le 25 octobre, regarder un peu ce qu'on fait. Et honnêtement, oui, il faut fouiller parce que ce sont des approches qui sont émergentes. Tout le monde se pose plein de questions, et notamment sur les matériaux, c'est un enfer parce que dès que quelqu'un trouve quelque chose d'innovant, il y a toujours une bonne âme qui lui dit qu'en fait non, c'est une très mauvaise idée. Parce qu'on est aussi dans une phase de transition, d'innovation et de nouvelles approches, qui fait qu'on a souvent l'habitude de juger les innovations qui sortent en les benchmarkant avec des industries matures et des innovations matures qui ont 40 ans ou 50 ans. Je pense qu'il faut avoir beaucoup plus de bienveillance sur les innovations qui sortent et arrêter de flinguer les V0 si on veut voir les V5 un jour. Voilà. Donc, j'ai pas d'URL magique pour vous dire voilà la single source magique pour avoir tous les matériaux, mais il y a quand même beaucoup de monde qui bosse là-dessus. D'autres questions? Oui. Oui, s'il vous plaît. Merci pour tous les exemples que vous avez donnés et tous les exemples autour des produits. Est-ce que vous avez un exemple à nous donner pour les entreprises de services qui s'inspirent de vous? C'est vrai que c'est moins évident parce que aujourd'hui, la vitrine du biomimétisme, elle est plutôt technologique. Il y a un nouveau courant qui est en train d'arriver sur les sciences humaines et sociales et sur la façon dont on peut repenser nos organisations humaines à la façon dont sont organisées des colonies d'insectes ou des choses comme ça. Après, dans les offres de services, il y a des grands principes qui sont les grands principes que je rappelais dans le cahier des charges au départ, qui peuvent réinterroger le modèle. Donc je pense que le point de départ, c'est de poser les 2-3 enjeux sur lesquels vous êtes en train de buter ou sur lesquels vous avez envie de trouver des solutions nouvelles, de s'interroger un peu sur les grands principes, sur la façon dont le vivant travaillerait en boîte de service pour partager ça. Et là aussi, essayer de creuser un peu, mais là, j'ai pas de réponse toute faite. C'est plus là des missions qu'on peut faire nous ou d'autres sur l'accompagnement d'innovation, mais en partant du problème entre guillemets qui est posé ou de l'innovation qu'on cherche à créer, et essayer de voir si le vivant était ma boîte de service, comment il s'y prendrait. Ça paraît un peu facile et théorique de répondre comme ça, mais en réalité, c'est une bonne première question d'interroger le vivant sur la façon dont il ferait son métier, dont il ferait son propre métier. Mais voilà, probablement que ça va arriver. Je suis un peu moins à l'aise avec ça parce que, encore une fois, il y a plein de modèles dans le vivant. Et donc, je pense que c'est un peu plus difficile de le transposer au service qu'à l'industrie pour l'instant. Voilà. Pour l'instant, moi, je fais un peu de prospective, mais je commente aussi à travers des exemples qui sont en train d'être appliqués. Et pour l'instant, c'est plutôt dans l'industrie. Merci. On avait une autre question, monsieur? Je reviens sur votre histoire de l'évolution de la relation homme-nature. Il semble que le biomimétisme, selon vous, soit la dernière étape de cette évolution. Est-ce que les peuples premiers, les peuples racines ou les peuples qui sont très en lien avec la nature,
ne font pas du biomimétisme depuis toujours. Mais ça, c'est sûr. Alors, je pense que ce n'est pas la dernière étape, je pense que c'est l'étape actuelle. Enfin, en tout cas, c'est une nouvelle étape actuelle, mais la vie n'est que évolution continue. Ça, c'est aussi un truc qu'on a du mal à accepter. Le vivant ne fait que faire de l'adaptation continue et de l'innovation continue en permanence. Et certainement que les peuples, en plus ça m'amuse toujours parce que généralement on les qualifie de peuples dits primaires. Alors je pense que c'est nous qui sommes les primaires sur ces relations à la nature et à l'environnement, sont beaucoup plus avancés et matures que nous depuis tout le temps. En réalité, le biomimétisme n'est pas du tout nouveau. Ce qui est nouveau, ce sont nos enjeux. Et c'est parce que nos enjeux nous interrogent qu'on redécouvre un truc qui est évident depuis la nuit des temps, qui est que le vivant est un bon modèle. Mais les populations qui se sont moins que nous déconnectées du vivant appliquent les principes. Je me souviens de la dernière émission avec Frédéric Lopez de Voyage en terre inconnue. Il faudrait que je retrouve, il faut que je la mette en vidéo. Il y a 2 minutes du chef de la tribu qui parle de la mère nature, mais honnêtement, il devrait être prix Nobel d'écologie. Il dit exactement ce que vous dites, à savoir que nous, en fait, on s'est perdu de vue avec le vivant, et donc on en a aussi perdu les réflexes, et on a oublié qu'on était un parmi d'autres, et pas un au-dessus ou un indépendant des autres. Donc vous avez 1000 fois raison, nos ancêtres chasseurs-cueilleurs appliquaient le biomimétisme tous les jours. Je parlais tout à l'heure en introduction de l'eau, parce que donc, moi je fais société holistique, on travaille sur des lieux de vie autour de l'eau, et notamment dans les piscines et les centres aquatiques, on détruit le vivant avec du chlore, ce qui est une aberration environnementale et grave. Et aujourd'hui on voit tous les problèmes d'eau qu'il y a. Si on se rapproche des études de Victor Schauberger, qui était le Tesla de l'eau au début du dernier siècle, il a travaillé sur des systèmes de vortex, notamment sur le cœur du hanneton, qui permet de faire remonter l'eau sans pompe. Ouais. Et ça, c'est très intéressant. Et il parle aussi beaucoup de la problématique des forêts en lien avec l'eau. Ouais. Et à partir du moment où on fait de la monoculture, on coupe le cycle de l'eau et il n'y a plus d'eau. Ouais. Ouais, il y a plein de choses qui tournent autour de la reprise en compte du cycle de l'eau, comment recréer du cycle de l'eau. Parce que l'eau, on ne la crée pas et elle ne disparaît pas. Hein. L'eau qu'on va boire tout à l'heure, elle a peut-être été bue par Jules César. Hein. C'est la même. Hein. Oui, je me posais la question pendant votre présentation. Est-ce que Léonard de Vinci peut être considéré comme un pape du biomimétisme ? Oui, d'une certaine manière, oui. Ouais, d'une certaine manière. En tout cas, dans l'esprit, puisque son esprit, c'était de s'interroger sur les mécanismes du vivant pour voir quelles idées il pouvait en tirer. Donc, en tout cas, dans l'esprit, c'était peut-être pas conscient, j'en sais rien. En tout cas, il n'avait pas mis un nom. Nous, on aime bien mettre des mots et des noms sur les choses. Ça permet de les faire exister aussi. Tout ça est réaccéléré depuis les travaux d'une Américaine qu'il faut que je cite quand même, qui s'appelle Janine Benyus, en 1997, qui est une biologiste et entrepreneur, et qui a sorti le bouquin que savent faire les Américains, c'est-à-dire elle a conceptualisé le truc, elle a fait un cycle de conférences et elle a créé une boîte de conseil en 1997. Et donc elle a entre guillemets marketé Léonard de Vinci 400 ans après sa mort. Mais oui, d'une certaine manière. En tout cas, le point de départ consiste à dire pourquoi c'est comme ça et quelle performance ça crée et qu'est-ce que je peux en faire. Léonard de Vinci l'avait sans doute capté. Et absolument. L'art, nous on aime bien mêler l'art et la science parce qu'effectivement ça se parle. Oui, parce que la nature est aussi génialement belle. Et je pense, quand je dis belle, c'est pas uniquement comme un décor ou comme une forme, mais aussi dans son ingénierie. Vous prenez, il y a un architecte qui a bossé sur ce qu'on appelle la phyllotaxie, c'est la façon dont c'est l'étude de l'implantation des feuilles le long des tiges. Ça suit des suites de Fibonacci, des règles mathématiques et géométriques absolument vertigineuses, parce que les feuilles sont implantées pas tout à fait par hasard. Il y a plusieurs stratégies, mais il y a une stratégie spiralique, parce qu'il faut réduire l'ombre portée pour que la photosynthèse marche bien. Ils en ont développé avec ces 2 frères. Un est architecte, Nicolas Vernutello, et l'autre, Teva Vernou, est au labo RDP, à Lyon d'ailleurs, en Rhône-Alpes, en Auvergne-Rhône-Alpes. Et ils en ont développé un algorithme pour faire un premier jet d'implantation de bâtiments sur un quartier, à la façon des feuilles le long d'une tige, pour optimiser l'éclairement naturel, pour économiser de l'énergie et améliorer notre bien-être, parce qu'évidemment, j'en ai pas parlé, mais plus on s'expose au vivant, plus
on se reconnecte au vivant, plus on en tire aussi des bénéfices physiologiques et mentaux. La déconnexion au vivant, depuis nos ancêtres chasseurs-cueilleurs, elle nous a fait perdre des réflexes, mais elle n'est pas bonne non plus pour notre santé. Je ne voudrais pas redire qu'il faut faire des câlins aux arbres, mais disons que être au contact du vivant, ça fait aussi beaucoup de bien. Et les équipes qui bossent sur des projets sur le biomimétisme ont des équipes qui ont la niaque, qui sont enthousiastes, qui font de l'innovation, qui répondent aux enjeux. On est à une forme de confluence entre les enjeux d'écologie, de biodive, de climat, mais aussi on est dans de la techno, on est dans du business, on crée des nouvelles offres. Donc voilà, c'est une forme de confluence intéressante. Oui. J'ai une question plus sur vous pour mieux interpréter votre discours. C'est quoi votre passif? Parce qu'on sent que vous avez Mon passif, carrément, c'est un 88. J'ai devenu l'homme du passif. C'est très technique, un temps de grosse vulgarisation. Vous avez une casquette publique et en même temps on sent que vous avez une casquette scientifique. Et pour mieux comprendre ce que vous avez Oui, non, mais je comprends. Oui. Là, moi, je suis Sorbonne, je suis économiste de formation, je suis Sorbonne et Sciences Po, et donc j'ai absolument pas un background scientifique, mais probablement, je vais pas m'allonger là, mais je comble une frustration. Et après, je suis très imbibé de tendances de société, d'opinion publique, parce que j'étais un dirigeant de l'IFOP où j'ai passé 15 ans, puis ensuite j'ai été chassé par un groupe de com américain qui s'appelle DDB, pour développer ce qu'on appelle du corporate. Puis j'ai créé ma boîte de conseil il y a une dizaine d'années pour créer ce que j'appelle moi de la mise en résonance positive, c'est-à-dire comment développer des offres qui répondent aux attentes du monde mais qui créent aussi de la valeur. Et puis je suis tombé dans le biomimétisme il y a 10 ans par une initiative territoriale. C'est parti d'une petite ville de province où je suis né qui s'appelle Senlis, qui est une très belle ville gallo-romaine au nord de Paris, qui a vu le départ de son régiment en 2009, au moment où il y a eu une nouvelle carte d'état-major et une nouvelle carte militaire. Et donc ils se sont retrouvés avec un espace à ne pas savoir qu'en faire. Et dans les élus, il y avait un chercheur chez L'Oréal qui a dit il y a un truc qui nous intéresse côté industriel, ça s'appelle le biomimétisme. Tout le monde s'est dit en début des années 2010. Et donc ça pourrait être le thème de la réhabilitation de cet espace. Tout le monde lui a dit mais biomimé quoi? Qu'est-ce que c'est? C'était un chercheur qui expliquait, plus il expliquait, moins on comprenait. Enfin bref. Non, mais il est super, il s'appelle Francis Pruch. Moi, je suis ami d'enfance de la maire de Senlis, qui a posé la question à quelques personnes autour d'elle, en me demandant à moi, puisque tu es là-dedans, comme ils disent, qu'est-ce que tu en penses? Et moi, ça faisait déjà 10-15 ans que je bossais sur le développement durable. Je découvre ça à ce moment-là. C'est mon déclic, on passe du pourquoi au comment. Parce que les rapports du GIEC, plein les étagères, ça change. Qui nous font des constats sans proposer de solutions, à un moment donné, ça peut créer du déni psychologique parce qu'on est une espèce prétentieuse qui n'aime pas avoir des problèmes sans solution. Donc aujourd'hui, on veut bouffer de la solution. On veut que des solutions. Le récit collectif, il va se baser sur des solutions, sur une perspective, sur un avenir. Il ne va pas se baser sur on va dans le mur. Donc à ce moment-là, je me passionne. Il en reste un peu quelque chose. Et avec ma boîte, on crée ce collectif qui s'appelle Cebios, vraiment from scratch. On essaye de faire un truc comme vous faites ici, qui n'est pas toujours évident, qui est de faire de la transversalité, en expliquant à des Marc Fontcave au CEA à Grenoble que ce qu'il fait depuis 30 ans, on ne va pas lui expliquer, mais on va l'aider. Et finalement, petit à petit, je découvre que c'est une approche assez enthousiasmante, mais pas connue. Donc je leur dis un jour, écoutez, c'est formidable tout ce que vous faites, mais personne ne le sait. Il faut faire notre CES Las Vegas du biomimétisme, il faut faire Biomime Expo. Et à ce moment-là, ils ont tous regardé leur pompe, en disant c'est super, mais ils ont tous regardé leur pompe. Et donc c'est pour ça que vous avez vu rapidement tout à l'heure, il y a tout un collectif, donc je suis très fier, avec des grands groupes publics et privés. On va de la LPO à L'Oréal, en passant par le WWF et l'ADEME. Voilà, parce que moi je crois qu'il y a des bonnes volontés partout et que ce n'est pas le seuil de la porte qu'on franchit le matin qui modifie la personne. Donc j'aime pas les blacklists et je pense qu'il y a plein de choses intéressantes à faire partout et quel que soit le poste qu'on occupe. Donc voilà, à partir de là, je fais mon homework, je travaille sur le sujet, j'aime bien côtoyer des scientifiques parce que c'est des gens, plus ils sont bons, plus ils sont modestes. Il n'y a qu'une seule typologie qui
capable de dire non, je ne sais pas, c'est le scientifique. Je me souviens sur une scène de BIM Expo en 2018 ou 2019, j'étais avec Vincent Artero. Alors Artero, fond de cave, ça c'est le CEA Grenoble, il bosse sur la photosynthèse artificielle. Ça, je ne peux pas vous en parler, c'est ultra technique, mais c'est ultra prometteur. Il y a 3 projets mondiaux là-dessus. Comment produire de l'énergie sur la base de la photosynthèse. Et Artero fait son intervention. On est un peu accroché aux accoudoirs, mais enfin c'est bien. Et il y a un gars qui se lève dans la salle et qui nous pose une question vraiment qu'on n'avait pas vu venir sur la roche noire, enfin qui nous explique, qui ne comprend pas pourquoi personne ne s'intéresse à ce sujet de la roche noire. Bon. Artero, qui est de l'autre côté de la scène, me regarde un peu inquiet pour me dire du regard, je ne comprends pas ce qu'il dit, je ne vais pas savoir répondre. Et il finit par dire au monsieur, écoutez, je suis désolé, je ne sais pas. Peut-être que des collègues, parce que ça c'est le grand truc du scientifique, peut-être que des collègues à moi savent. Et moi j'ai rebondi par la blague en disant, voilà, c'est la différence entre un scientifique et un politique, c'est que le politique aurait répondu, le scientifique dit non, je ne sais pas. Voilà. Arrêtez si vous voulez manger un morceau. Parce que... Vraiment, je vous remercie beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup. Merci.